Attention, 2 contre 1, Thierry. Pour un mec arriver en pro, il sait pas faire un 2 contre 1, c'est dur. Il y a des gens à jouer, il y a 2 contre 1. J'ai juste un problème, c'est que j'ai mon sac de foot qui est dans la voiture depuis le 27 janvier et j'arrive pas à l'enlever. Le 2 contre 1, Sissoko. C'est pas faire un 2 contre 1, c'est dur. Nouveau 2 contre 1 sur la chaîne du Club des 5. Salut à tous, bienvenue, je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous pour un nouvel entretien avec un entraîneur de Ligue 1 qui a été en Ligue 1 cette saison et qui va être avec nous pour nous donner sa vision et nous parler de son parcours. Pierre Sage est avec nous. Salut Pierre. Salut, merci de m'accueillir. Ça va ? Toujours, on est bien posé, on va parler de foot. Parfait. Ouais, ça c'est clair. Ça va être un entretien qui va être hyper intéressant. Je le sais d'avance parce qu'on a l'habitude de t'entendre parler. Et tu fais partie des gens qui sont intéressants à écouter, même dans des exercices comme la conférence de presse où il y a beaucoup de langue de bois, etc. On y reviendra peut-être, mais tu as toujours été intéressant. Donc moi, j'ai vraiment hâte de faire cet entretien-là avec toi. Je suis challengé. Le challenge, c'est eux. C'est les deux qui sont là. Walid Acharchour, Alton Mokolo. Salut Romain, salut Pierre, bienvenue. Moi, personnellement, ça fait du bien de revenir pour un 2 contre 1. J'avais été écarté des dernières feuilles de match. T'avais pas été sélectionné ? Ouais, j'avais pas été sélectionné, donc je prends avec beaucoup d'ambition cette entrevue. Ça va, Walid ? Je suis très très content, merci d'être là parce que Pierre a encore une fois été très très disponible. Et il a donné une date et il est là à cette date. C'est pas le cas de tous. Il faut à chaque fois encore une fois remercier les gens qui nous donnent ces formats-là parce que Pierre Sage est un invité qui a été surdemandé dans ce format du Club des 5. Donc je suis très très content d'offrir ça aux socios. Ouais, on va parler de ton parcours, de ce que tu as fait et puis bien sûr de ce que tu comptes faire par la suite en tant que coach. Juste avant les socios, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, ça nous aide. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. On sait que vous êtes présents dès qu'il y a des 2 contre 1, dès qu'il y a des grandes interviews et on espère que vous serez satisfaits de ce format avec Pierre. Pierre, ma première question, elle est toute bête. C'est comment ça va ? Comment ça va après toute la frénésie que tu as pu avoir sur l'année et demie lyonnaise, même avant avec la formation, avant avec adjoint de David Bey au Red Star, ça s'est un peu calmé. Comment ça va ? Comment tu as géré ces mois un peu plus calmes ? Ça va, j'ai juste un problème, c'est que j'ai mon sac de foot qui est dans la voiture depuis le 27 janvier et j'arrive pas à l'enlever. C'est vrai ? Et je le sors pas et faut que j'arrive à le sortir bientôt. C'est ton sac d'affaires pour repartir au boulot, comme si tu voulais être prêt à t'y remettre tout de suite. Oui, l'idée, ça aurait été même de retravailler le lendemain. Déjà, j'ai du mal avec le mot « travailler » parce que j'ai la chance de naviguer dans un milieu qui me passionne et avec des gens extraordinaires. Donc j'ai vraiment la volonté de continuer à baigner dans celui-ci et à vivre de nouvelles belles expériences. Comment on fait sans ce manque-là ? Toi qui as ce truc viscéral d'entraîner de différentes manières. On parlera de ton parcours, mais que ce soit avec ta méthodologie de travail, dans la formation et là même au poste de numéro 1 à Lyon. Comment on fait pour enlever ce manque qui est présent ? Bizarrement, on pourrait penser que j'ai regardé beaucoup de matchs, que je suis allé voir beaucoup de clubs. Et il y a une période où j'avais qu'une envie, c'était de refaire et pas d'observer. Donc j'attendais de refaire en vain. Et à partir du moment où cette période s'est passée, j'ai commencé à retourner voir des matchs dans des contextes où il y avait une belle ambiance, comme à Liverpool par exemple, où c'est extraordinaire de vivre un match dans ce stade-là. J'ai rencontré aussi quelques clubs, visité quelques clubs. Et du coup, je me suis projeté vers la suite. Parce que je pense qu'au final, il y avait l'idée d'y retourner. Et maintenant, il n'y a plus que l'idée, il y a la nécessité vitale d'y retourner. Et donc, voilà, j'ai amorcé d'autres choses et j'espère que c'est en bonne voie. Tu as visité quel club, par exemple ? Liverpool aussi, ouais. Voilà. Et puis après, j'ai été dans des clubs amateurs aussi, parce que pour moi, ils sont aussi source de bonnes idées. Et il ne faut pas se fermer de ces choses-là. Et je me suis aussi attaché à rendre aux jeunes. Donc, j'allais voir pas mal de stages, de classe foot pour donner la bonne parole et en tout cas encourager les jeunes à toujours y croire et à toujours prendre plaisir à faire ce qu'ils font au quotidien. Parce qu'ils ont la chance au final de le faire au quotidien. Tu réalises, Pierre, ce qui s'est passé autour de toi là, sur les 18 derniers mois parce que moi, j'ai eu la chance de te côtoyer au Red Star la dernière année. Tu avais vraiment cette volonté d'aller faire de la formation. Tu as eu un très gros poste qui déjà à l'époque
te rendait heureux. Directeur du centre de formation quand même de l'Olympique Lyonnais, c'est pas n'importe quel centre de formation. Ce qui s'est passé derrière, le mini intérim que tu devais normalement après ce match contre Lens et l'Olympique de Marseille assurer à Lyon jusqu'à ton licenciement l'année dernière. Comment tu as vécu tout ça? Est-ce qu'avec un peu plus de recul, tu te dis, purée, ce qui m'est arrivé, c'est complètement fou, c'est complètement dingue, ça se passe une fois dans une vie. Comment tu... En fait, il y a eu différentes étapes et dans la chronologie, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, je me suis dit, j'ai enchaîné 2 postes en 6 mois, voire en 2 jours, ça dépend où on met la loupe, que j'aurais jamais envisagé avoir. C'est-à-dire être directeur du centre de ce club-là, être entraîneur de ce club-là, pour moi, c'était des choses impossibles au vu de mon parcours. Et ensuite, avec le temps, j'ai beaucoup mis la tête dans le guidon, donc j'ai, pas eu trop de conscience sur ce qui se passait. Il n'y a qu'une chose qui me ramenait à la réalité, c'est que le matin, quand j'arrivais au centre d'entraînement, il y a une grande allée devant le stade et j'avais le stade face à moi. Tous les matins, je me disais que j'avais de la chance. Et au-delà d'avoir de la chance, j'avais surtout l'opportunité de saisir cette chance. Parce que, pour revenir aux 2 matchs que tu citais tout à l'heure, après Lens et Marseille, même si j'avais aucune projection, je m'étais dit malgré tout, c'est possible que tu aies laissé passer la seule chance que tu aies dans ta vie d'entraîner à ce niveau-là. Et les circonstances ont fait à un moment donné qu'ils n'ont pas signé de coach, ils ne se sont pas mis d'accord avec un coach, donc on m'a demandé de refaire encore un match qu'on a gagné, puis 2, on a gagné les 2 suivants. Et la belle histoire a commencé à s'écrire comme ça, en fait. À quel moment tu commences à y croire, à te dire c'est bon, je vais terminer la saison, je vais m'installer en tant que coach Toulouse Non, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit parce que pour moi c'était assez clair avec les dirigeants que c'était un intérim, que je retournerais à la formation. Et j'étais pas dans la logique de me dire tu seras entraîneur de Ligue 1. Mais malgré tout, je savais aussi que si j'avais eu des résultats, peut-être que la question se serait posée. C'est pour ça que je me suis dit que l'opportunité n'avait pas été saisie. Et le fait que j'ai un peu plus de temps, après Monaco, quand on gagne notre deuxième match 1-0, avant de battre Nantes à domicile et de finir en dehors de la zone de relégation à la trêve, je me suis dit, peut-être quand même que ça peut arriver. Et c'est là que j'ai commencé non pas à y croire, mais à m'y projeter. C'est là que le club m'a proposé de faire les 6 mois. Et toi, en tant que coach, à quel moment tu switches du directeur de centre de formation à « je suis un coach de Ligue 1 » Le jour où on me dit que c'est comme ça. Et comment on fait? Alors on me dit, voilà, tu vas continuer et finir la saison. Ouais, c'est tout. Et après, c'est assez pragmatique, en fait. Tant que c'était pas fait, je faisais ce qu'on me demandait, c'est-à-dire j'assurais l'intérim en étant directeur du centre. À partir du moment où on m'a dit tu deviens l'entraîneur, dans ma tête je n'étais plus directeur du centre, même si j'allais quasiment tous les jours pour que la machine reste sur les bons rails, entre guillemets. Ça faisait des grosses journées quand même, non? C'est pas grave, c'est des bonnes journées pour un club qui m'a aidé à un moment donné, qui m'a permis de vivre des choses extraordinaires. Donc pour moi, c'est juste normal en fin de compte. C'est comme... des fois, on s'attache à relever les choses basiques. Dire, c'est surprenant, par exemple, tu vois, un gamin qui te dit bonjour, on va dire qu'il est poli. Maintenant, en fait, il est juste normal. Donc, en fait, quand tu es dans un club et que tu es impliqué sur la formation et que tu es impliqué sur les pros, c'est juste normal que tu y passes beaucoup de temps et que tu sois sur les 2 tableaux en même temps. Mais chacun voit la normalité où il veut. Après, est-ce qu'on peut parler de normalité dans une situation qui n'était pas normale pour l'Olympique Lyonnais? C'est pour ça que c'était important de stabiliser à un moment donné les choses. Et la dynamique autour du club, au sein du club, en décembre 2023 et en fin mai 2024, tu as l'impression que c'était 2 clubs différents. C'est-à-dire qu'on est passé de la sinistrose à la joie, à la confiance. Et ça passait par une seule chose, c'est retravailler ensemble, avoir des résultats, reprendre la place qui est celle de ce club-là. Et petit à petit, en fait, tout le monde s'est dit, maintenant, on n'est pas si malade que ça, on n'est peut-être pas mort, et tout le monde s'est remis à y croire. Et c'est vrai que du coup, ça a changé l'état d'esprit de tout le monde pour la saison suivante. Est-ce que dans ta manière de travailler, de coach intérim à coach confirmé pour la fin de la saison, tu as changé la manière dont tu abordais les séances, dont tu parlais à ton groupe?
Non, mais j'avais malgré tout sur les 2 premiers matchs et les 2 premières semaines la volonté de faire en sorte que la place soit propre pour le suivant. C'est-à-dire que je voulais remettre les têtes un peu à l'endroit, qu'ils reprennent confiance en eux, qu'ils recréent du lien entre eux, qu'ils aient une relation à l'objectif et à leur capacité à atteindre l'objectif qui soit plutôt positive. Et ensuite, j'ai gardé ces choses-là avec l'idée de commencer à implémenter des choses, et notamment au début, à implémenter un concept qui peut paraître basique, mais qui est l'entraînabilité. C'est-à-dire comment on fait en sorte de mieux s'entraîner pour pouvoir mettre de l'intensité dans nos matchs futurs. Et on s'était fixé ça sur un mois, et petit à petit, ensuite, on a parlé un peu plus de jeu. Mais il fallait vraiment faire cette bascule-là, parce que sans appréhender l'entraînement d'une meilleure manière, on aurait vraiment eu des difficultés à être aussi compétitif. Ça consiste en quoi, l'entraînabilité ? C'est-à-dire qu'il y a être présent à l'entraînement et s'entraîner. On peut faire des croix. C'est quelque chose de normal, c'est pas quelque chose de logique. C'est normal, mais tu peux très bien vivre 2 programmes de séances identiques de manière complètement différente. C'est-à-dire qu'on voyait que les choses se faisaient malgré tout. Et l'idée, c'était d'augmenter les curseurs d'intensité, d'augmenter les curseurs de qualité, de réussite, d'enchaînement, de coordination entre eux. Et donc de faire en sorte que l'entraînement devienne de plus en plus dur, non pas par l'effort physique que ça demande, mais par la nature des réponses à fournir par les joueurs. Parce que quand tu t'entraînes contre des joueurs qui sont moyennement impliqués, ton niveau moyen te suffit. Quand tu t'entraînes face à des joueurs qui veulent absolument gagner le jeu, qui ont absolument envie de montrer au coach qu'ils ont leur place à gagner pour le week-end suivant, forcément, ton niveau de réponse va être différent. Et je pense que ça, c'est un cercle vertueux qui amène l'équipe vers le haut. Et si en plus, tu arrives à enchaîner avec des résultats dans tes matchs, c'est parti, la machine à lancer. L'idée voulue, c'était que le joueur incarne l'entraînement au final, davantage. Le joueur incarne l'objectif qui se travaille chaque jour à l'entraînement. Et ça se traduit comment ? C'est un discours qui est différent ? C'est des jeux magiques qui font que tout le monde arrive à être motivé ? Non, c'est une dynamique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rentres dans une séance d'entraînement avec l'idée de te dire que chaque ballon compte, que chaque décision va avoir un impact sur l'efficacité de chaque exercice et ainsi de suite, ça change complètement la logique quand tu n'es là que pour faire. Et donc, cette conscience de se dire, à un moment donné, tout ce que je fais doit tendre vers l'efficacité, tout ce que mon partenaire fait doit tendre vers l'efficacité, donc il faut que je le mette dans ces conditions-là. Tout ce que l'adversaire de cet entraînement-là m'oppose, je dois être au-dessus de ça de manière à contourner ses problèmes et à lui imposer des encore plus forts. Forcément, ton approche de l'entraînement, elle est complètement différente et elle t'amène à la performance. Et quand tu arrives à garder ça dans la durée d'une séance, dans la durée d'une semaine, dans la durée d'un mois, dans la durée d'une demi-saison, forcément le rendu ne sera pas la même. Et ça t'a beaucoup aidé, ça, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, Pierre est réputé pour avoir une très grande méthodologie d'entraînement. Ça a été le cas notamment, c'est pour ça que t'as beaucoup aidé Habib Beye au Red Star là-dessus. Est-ce que sur le fait qu'en termes de statut, toi tu es arrivé directeur du centre de formation, en termes de légitimité, on pouvait se poser la question, est-ce qu'avec un vestiaire aussi fort, est-ce que tu allais pouvoir être légitime ? Est-ce que cette force-là de méthodologie de travail à l'entraînement, c'est ce qui t'a aussi aidé à convaincre, à stimuler aussi un groupe et à être écouté. C'était pire que ça, le tableau initial. Le tableau initial, c'est que c'est pas un mec connu qui est directeur du centre qui vient. C'est un inconnu qui revient au club, qui était adjoint en national 6 mois plus tôt, qui vient nous faire une séance d'entraînement. Donc moi, je me suis dit, ça ne se jouera pas sur les références pour faire adhérer les joueurs et arriver à les toucher là où ils doivent être touchés. Donc le seul moyen de les impacter, c'est parce qu'il va être proposé en séance. Et donc l'entraînement, quelque part, a été mon seul outil de conviction et de persuasion. Et vu qu'on fait tout avec ballon, forcément ils prennent du plaisir, vu que des fois c'est assez léger en leur disant bah, écoutez, aujourd'hui en fait vous allez juste vous faire des passes et prenez du plaisir à vous faire des bonnes passes pour gagner les jeux. Comme tu le diras à des gamins de 6 ans, bah, peut-être que de temps en temps ils vont se dire ouais, mais en fait je suis pas si mauvais que ça cette saison, ça commence à revenir, et puis lui aussi, ainsi de suite. Et donc, tu vois, ça crée une émergence plutôt positive autour de chacune des équipes d'entraînement.
Chaque fois que tu changes les équipes, si tu retrouves ce niveau de compétitivité, c'est bien aussi. Et avec le temps, je pense que ça fait son chemin. Tu as senti un groupe à l'écoute de ça? Parce que tu le disais, dans cet effectif-là, il y a des champions du monde, français, argentins, etc. Il y avait des champions du monde, il y avait des joueurs qui ont marqué des clubs en première ligue, en France, dans d'autres championnats aussi. Tu as senti que ces joueurs-là pouvaient être à l'écoute de ce que tu leur proposais? Je me suis dit qu'il n'y avait qu'une seule chose pour les accrocher, c'était de leur proposer un contenu qui leur plairait. Et je me mets à la place de toute personne qui fait du football. Tu as envie de faire quoi quand tu fais du football? Tu as envie de toucher le ballon, tu as envie d'être dans des petits espaces, souvent la toucher, être dans des situations où il y a beaucoup de buts, avec des gardiens, ce genre de choses. Donc il a fallu, dans un premier temps, arriver à les stimuler sur ce plan-là. Et petit à petit, on a agrandi les espaces, petit à petit, on a ramené des joueurs. Donc le niveau de séance a aussi augmenté. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait d'un champion du monde un joueur qui s'entraîne normalement. C'est comme ça qu'on fait d'un vainqueur des Ligues des Champions un joueur qui s'entraîne normalement. C'est comme ça qu'on fait d'un Nemanja Matic qui a une carrière incroyable, un joueur qui s'entraîne normalement au service d'une équipe et d'un club. Tu as eu le sentiment à un moment donné d'être, nous on l'a eu à l'extérieur, d'être l'entraîneur du peuple? L'entraîneur, non mais parce que c'est un peu à la mode là maintenant, le joueur du peuple, le ballon d'or du peuple, mais l'entraîneur qui a roulé sa bosse en national, même à des étages en dessous en tant qu'adjoint, Lyon-la-Duchère, Red Star. On va pas rentrer dans tout ton parcours, mais tu as eu un parcours très très fort dans ces divisions-là, qui va toquer en haut, très très haut, et qui réussit à faire diffuser ses idées et surtout à faire une saison extraordinaire en termes de résultats par rapport à là où il a démarré. Parce qu'il y a beaucoup de débats en France, notamment sur la manière d'obtenir les diplômes. Il a été confronté à ça au cours de la saison 2023-2024. Tu as été confronté à ça. Est-ce que tu as senti aussi qu'au fur et à mesure des semaines, dans ton changement de statut, il y avait ce côté-là aussi? Alors je ne le qualifierais pas comme ça, je dirais simplement que je suis plutôt porteur d'espoir et que ça reste possible. C'est-à-dire que la trajectoire que j'ai eue, même moi je ne l'envisageais pas, comme je vous disais tout à l'heure, mais au fond de nous-mêmes, on en rêve tous, d'une manière ou d'une autre, même si on est tout le temps rattrapé par notre humilité et le côté social des choses, où il ne faut pas assumer les choses en public, ainsi de suite. Donc on a malgré tout, je pense tous, la volonté d'accéder à notre meilleure version de nous-mêmes. Moi, j'ai eu cette chance-là en termes de niveau. Et maintenant, le devoir, c'est de faire passer le message, de faire en sorte que ça dure et de montrer qu'effectivement, cette trajectoire-là, elle est encore possible. Parce que je pense que sur la Ligue 1, il n'y a personne encore aujourd'hui qui a mon profil, parce que même certains qui n'ont pas été pros ont au moins été joueurs d'un centre de formation. Moi, quand j'étais jeune, j'ai joué qu'en district. Et c'est à partir du moment où j'étais senior que j'ai joué en Ligue. J'ai entraîné des gamins dans toutes les catégories d'âge et à tous les niveaux. Et aujourd'hui, je suis capable de dire, on peut partir de là et aller là-haut. Maintenant, l'idée, c'est d'y rester et de montrer qu'effectivement, ce n'était pas un feu de paille, quoi. Tu parlais tout à l'heure de convaincre les joueurs, de les convaincre que les séances d'entraînement allaient leur donner du plaisir, etc. Convaincre, c'est indispensable quand on est coach pour... Alors, peut-être encore plus quand on hérite d'une situation dans laquelle que tu as hérité à Lyon. Il faut convaincre les joueurs pour pouvoir mettre à bien un projet? Je pense que c'est une finalité, la conviction. Et je pense que le meilleur moyen de l'atteindre, c'est de faire ressentir à chacun qui progresse et qui prend du plaisir. Parce que même un joueur âgé, s'il comprend des choses, s'il se sent en forme, si à l'entraînement il s'éclate et qu'il voit qu'autour de lui c'est à peu près la même musique qui résonne, je pense effectivement que petit à petit il va être convaincu que c'est la voie à suivre. Parce qu'il y a une chose à laquelle ils ont été confrontés, c'est qu'ils ont vécu beaucoup de chemins qui mènent à la performance et beaucoup de chemins différents de celui qu'on leur a proposé. Donc nous on leur a simplement montré ce chemin-là, ils y sont allés petit à petit, ils ont vu que ça marchait, ils ont vu que ça marchait aussi autour d'eux. Donc c'est là, à partir de ce moment-là, qu'ils ont été convaincus que c'était peut-être le bon chemin à emprunter. Là, tu parles de manière de s'entraîner, de conviction, etc. Les idées foot, la manière de jouer, les idées que toi, tu as envie de faire passer, ça vient après tout ça?
Je pense que c'est un des éléments qui contribue à atteindre la conviction. Parce qu'effectivement, lorsqu'on a des principes assez clairs, des principes qui correspondent à la culture de ces joueurs-là, aux attentes qu'ils ont de comment on s'entraîne, parce que mine de rien, à chaque fois qu'ils viennent à l'entraînement, ils ont une attente. Ils sont là pour opérer, mais ils ont quand même des attentes. Et ils veulent nourrir leur plaisir, ils veulent nourrir leurs ambitions. Donc ils ont malgré tout des attentes. Et je pense qu'effectivement, les principes de jeu, s'ils correspondent à la culture du club, s'ils correspondent à la culture de ce groupe-là et à la culture de chacun des joueurs, ils peuvent évidemment aider à la conviction. Ouais, parce qu'au final, c'est ce qui est intéressant, parce que chaque entraînement est une forme d'audition au final pour l'entraîneur, notamment dans sa capacité à convaincre et à faire adhérer un groupe. Et avant de parler d'un groupe, d'une individualité. On sait que dans ce milieu-là, il y a quand même cette forme d'individualisme qui ressort. Et j'aurais même tendance à te dire que c'est aussi une audition pour nous-mêmes. Parce qu'en tant que staff, tu te dois de mettre l'exigence là. Ça, vous allez l'entendre à toutes les sauces et dans tous les coins du monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'issue de chaque séance, tu te dises, ouais, cet exercice-là, je change telle règle, j'aurais pu le valoriser. Cet autre exercice-là, je valorise un autre joueur ou je le positionne dans un autre espace et ça change tout et ainsi de suite. Donc c'est aussi une audition pour nous-mêmes. Et effectivement, face aux joueurs, tu es challengé, ils t'attendent, tu dois de les nourrir quelque part par rapport à ces attentes-là. Et donc oui, si ça devient individuel en termes d'attente, ça devient aussi collectif à partir du moment où ils ont conscience que si tout le monde est bien nourri et si tout le monde est impliqué de la bonne manière, eux-mêmes vont en profiter. C'est vraiment le cas, ça, le fait d'avoir des joueurs qui sont très attentifs au staff, toi qui as connu même à des échelles inférieures, hein, peut-être que tu pourras nous faire le comparo, mais que ce soit en national ou en Ligue 1, aujourd'hui, le joueur, il a besoin de comprendre, il a besoin d'être convaincu que c'est la bonne route pour aller gagner ou pour être meilleur. Je vais te donner 2 exemples qui vont aller dans ce sens-là. Quand tu étais à l'école, tu as des profs qui t'ont interpellé plus que d'autres, dans des matières peut-être que tu aimais moins que les autres. Donc, quelque part, ça t'a plongé dans le truc. Tu vas dans un restaurant, la manière dont on te présente les choses, la manière dont on te sert, ces choses-là vont aussi avoir une influence sur comment toi tu vas du coup gérer le menu. Et je pense qu'effectivement dans tous les domaines, si il y a une connexion qui se fait entre les attentes des usagers et ceux qui s'occupent d'eux, tu peux tirer vraiment les choses vers le haut. À l'inverse, quand on est juste là pour faire, comme on se disait au départ, je ne dis pas que ça inhibe, parce qu'il y a malgré tout un petit peu de mouvement, il n'y aura pas une grosse cadence. Là, ça me fait penser justement, on va parler d'une des inspirations, Juan Malillo, qui disait qu'il fallait faire attention à l'autorité formelle. C'est pas parce que tu étais seulement coach que tu devais incarner cette autorité formelle, et qu'au contraire, il fallait trouver un autre moyen d'interagir, de se mettre en relation avec le joueur. Bien sûr, et il y a l'autorité de compétence, je dirais. À partir du moment où elle est toujours discutable, mais à partir du moment où elle commence à être légitime, je te dirais que tu n'as même plus besoin d'avoir le statut d'entraîneur, en fin de compte. Les joueurs savent pourquoi ils sont là, tu leur donnes ce qu'ils attendent chaque jour, tu les aides à atteindre leurs ambitions, ils voient que ça a des effets aussi sur leurs partenaires, donc forcément l'adhésion est forte, quoi. En parlant de légitimité, je trouve que c'est quand même un point très très important, parce que quand tu arrives, on rappelle, parce qu'il y avait déjà eu un premier intérimaire avec Vulliez qui avait fait le Havre, qui avait fait Lyon-Le Havre notamment, avant que Grosso arrive. Sur la légitimité, on a parlé des joueurs, mais même sur le contexte médiatique, sur le contexte à l'intérieur du club, notamment. Toi, comment tu as géré ça ? Toi, je pense que tu te levais le matin en te disant que tu étais légitime pour entraîner un groupe, un club de cette dimension, mais il y a bien eu des sceptiques autour à un moment donné, et on peut même parler dans les médias en disant bon, on va vite avoir un nouveau coach. Après, Pierre Sage, il est là uniquement pour un ou deux matchs. Comment tu as réussi à l'acquérir ça au fur et à mesure, et où est-ce que tu as vu aussi à un moment donné un changement de la part des observateurs, du contexte, au fur et à mesure? Premièrement, déjà à mon niveau, je ne savais pas. Bon, tout le monde dit ouais, il faut croire en soi, mais en fait tu sais pas. Toi-même tu savais pas si tu étais légitime. Tu sais pas. Tu l'as jamais fait. Comment tu veux savoir? Et c'est pour ça qu'après les 2 premiers matchs, je me suis dit
Non, en fait, peut-être que... T'es fait pour ça. Ou non, que j'étais pas fait pour ça. T'étais pas fait pour ça, d'accord. Que j'étais pas fait pour ça, en tout cas à ce niveau-là. Et donc, ce qui nous rallie avec l'idée que tu deviens légitime, il y a deux choses. C'est la qualité de ce que tu produis, mais ça suffit pas au bout d'un moment, et ce sont les résultats. Et quand tu arrives à aligner les deux et que en plus tu es raccord avec ce que tu annonces en amont, forcément, tu deviens de plus en plus légitime. Et malgré tout, de temps en temps, il faut accepter qu'il y ait des décalages entre tes ambitions et la nature de comment tu as gagné ce match-là, ou à l'inverse, comment tu l'as perdu. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a tendance à évaluer sur des très très courtes périodes, alors que pour moi, il faut évaluer les gens dans la durée. Mais est-ce que c'est possible dans le foot pro comme ça? Non, parce qu'aujourd'hui, la durée moyenne de vie d'un coach en Ligue 1, en tout cas à son poste, 18 mois. Personne, c'est 14 mois. Ah ouais, c'est encore lycée. Et sachant qu'il y en a qui restent longtemps, donc t'imagines les autres. Ouais, c'est-à-dire que les autres. Je crois qu'encore cette année, il y a eu plusieurs clubs qui ont eu plus de 3 coachs, trois coachs dans la saison, Rennes, et c'était notamment. déjà le cas Montpellier avant. aussi. Voilà, donc on est dans ça va vite parce qu'il y a de plus en plus d'enjeux financiers et il faut rapidement appuyer sur les disjoncteurs. Mais je pense que tu deviens légitime à partir du moment où ta démarche est reconnue et validée par des résultats. C'est quand même révélateur que tu parles d'enjeux financiers avant d'enjeux sportifs, ce qui devrait être le cas pour un entraîneur. Mais parce qu'ils sont liés. Aujourd'hui, une qualification dans une coupe européenne, un parcours en Coupe de France, un parcours dans une compétition européenne Même pour se sauver. Génère un certain nombre de revenus. Et j'ai été surpris là, quand j'ai vu que Sunderland était monté. Je crois qu'ils ont gagné 230 millions d'euros juste en montant. En droit télé, Tu dis, ça fait 3, 4, 5, 6, 7 budgets de clubs de Ligue 1. Donc tu dis, effectivement, là, il y a un enjeu financier. Donc le sportif, ce qui permet de gagner, permet d'atteindre l'enjeu, mais malgré tout, l'enjeu financier, c'est ce qui est dans la tête des décideurs. En parlant de résultats, c'est intéressant parce que moi qui t'ai côtoyé, on a beaucoup discuté, et puis même on écoute tes conférences de presse qui sont très souvent pertinentes. Comment tu as pu construire dans le temps, l'année dernière, la mutation entre le passage très très compliqué de Lyon à un peu plus de stabilité, avec des résultats, mais sans forcément tes idées foot. Notamment ce match contre Monaco, où vous le gagnez difficilement, mais vous le gagnez, et c'est un match, tu l'as dit, qui fait date dans ton histoire d'entraîneur. Aujourd'hui, tu perds un match contre Lens avant, où tu es meilleur, je trouve, moi, dans des phases de jeu, et tu le perds finalement. Cette bascule-là, idée, résultat, est-ce que avant que tu prennes l'Olympique Lyonnais, tu voulais allier les deux, mais en se disant c'est pas possible, tu as fait aussi preuve de pragmatisme à un moment? Ouais, mais pour resituer les choses, le bon match contre Lens, on avait fait 2 séances avant, donc je pense que l'effet Pierre Sage, il n'existe pas. Il est inexistant, voilà. D'accord. À Monaco, on subit beaucoup, mais on fait une bonne première mi-temps. Et par contre, en deuxième mi-temps, on doit perdre, et malgré tout, on gagne. Donc c'est vrai que le fait d'aligner le contenu et les résultats, c'est la voie royale, mais elle n'est pas toujours atteinte. Et moi, qu'est-ce que je fais de ça? C'est assez simple, c'est qu'il y a des situations où, de toute manière, tu avances pour faire performer l'équipe. Mais la performance de l'équipe n'est pas quelque chose de linéaire. Mais malgré tout, si tu n'as pas de résultat, ton bail s'arrête. Donc il faut vraiment faire en sorte qu'il y ait un raisonnement à long terme, mais une efficacité aussi à court terme. Et ça fait changer les idées, ce que j'ai demandé. Non. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit ouais, j'aimerais bien faire ça parce que ça me correspond plus, mais là j'ai pas besoin j'ai besoin d'autre chose, quoi. Tu as un filtre dans lequel tu dois faire passer tes idées, c'est les ressources et les caractéristiques de tes joueurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pourrais te parler de football dans n'importe quel contexte, que je sois à Lyon ou à l'autre bout du monde. Je te parlerai du même football, mais vu que ce seront des gens qui, culturellement et en termes de ressources, seront complètement différents, on ne va pas du tout le traiter de la même manière. Donc on va tendre vers ça. Et ce sera teinté de 2 manières différentes. Et ensuite, il y a aussi un autre aspect, c'est la capacité qu'a ton groupe à apprendre et à faire ensemble. Et ça, forcément, quand tu es en veille de mercato ou quand tu es en fin de contrat pour certains,
ça ne va pas être traité de la même manière que pour ceux qui se projettent sur du long terme dans ces conditions-là. Et il faut être capable, je pense, d'allier les deux, c'est-à-dire avoir une logique à très court terme d'efficacité et nourrir un projet à plus long terme. Et c'est un peu ça qui m'a frustré à Lyon, c'est que je pense qu'on avait encore du potentiel à avancer. Et malheureusement, on m'a coupé un peu l'herbe sous le pied. Pour aller au bout de ton long terme, quoi, c'est ça? Oui, parce que je pense qu'au-delà de finir la saison, même en 3-4 ans, tu avais moyen de vraiment faire progresser cette équipe avec les mouvements qu'elle allait avoir, mais toujours en gardant ce cap-là. Aujourd'hui, 3-4 ans, c'est plus possible dans le football tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Et ben, que certains considèrent que c'est impossible, moi je considère que c'est nécessaire. Oui, c'est nécessaire, mais par rapport aux enjeux, parce que tu l'as évoqué en tout premier, l'enjeu financier. Ça prend le pas, et cette notion d'efficacité, elle est encore plus accrue parce qu'il y a besoin des résultats. Aujourd'hui, les grosses institutions, et notamment en Angleterre, elles nous ont montré malgré tout que ce mode opératoire marchait. Après, avec beaucoup d'investissements, ces choses-là, mais ils ont malgré tout laissé du temps à ce que les choses infusent et puissent s'implémenter dans l'ensemble des joueurs de l'équipe. Que le recrutement soit conditionné par rapport à des besoins et ainsi de suite, qu'on soit vraiment dans une démarche avec une logique et une cohérence. Mais la pire des choses, je pense, c'est de raisonner à très court terme, de toujours changer, de vendre tes joueurs, en reprendre d'autres et ainsi de suite, parce qu'en fait, tu es sans cesse sur une base de début, quoi. Alors qu'en fait, tu as besoin, avec le temps, d'installer des habitudes, que les joueurs reconnaissent les situations de jeu ensemble, se connaissent les uns les autres, adapter des caractéristiques naturelles de joueurs dans certains secteurs de jeu pour leur permettre d'être performants ensemble. Et ça, malheureusement, ça ne se fait pas en changeant la moitié de ton équipe tous les 6 mois, quoi. Tout à l'heure, Walid, il parlait des conférences de presse et je voulais faire un petit peu cet aparté sur ta communication. Alors, je ne regarde pas les conférences de presse de tous les coachs de Ligue 1. Je regardais tes conférences de presse quand tu étais à Lyon parce que je trouvais qu'il y avait un message sincère et honnête sur la manière de voir le résultat, la manière de voir le jeu. Là, tu mets facilement qu'il y a des matchs que tu as gagnés, que tu méritais de perdre, etc. Est-ce que c'était quelque chose que tu voulais absolument faire, avoir cette sincérité-là, au détriment de parfois de la langue de bois qui met dans une situation peut-être plus confortable pour un homme qui doit aller devant les médias plusieurs fois par semaine quand il y a des compétitions européennes? Je vais citer un grand philosophe local. Quand il pleut, il pleut. Quand il fait beau, il fait beau, et quand il pleut, il pleut. Voilà, non, mais en fait, j'adore ça parce que l'important, c'est pas de se protéger soi. L'important, c'est de montrer la cohérence entre ce que tu annonces, ce que tu souhaites et réellement ce qui se passe. Et c'est vrai que de temps en temps, il y a des gros décalages. Et tu peux être très content de gagner un match, mais quand tu revois et tu analyses la performance, tu te dis, si on joue 5 fois comme ça, on ne va pas gagner 5 matchs, ça c'est sûr. Donc il y a besoin de valoriser un peu le niveau de jeu collectif. Et je pense que le fait d'être dans une démarche honnête et assez claire au tout venant, ça permet aussi de déguiser l'exigence des gens. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de gagner, il s'agit de gagner avec une certaine forme de jeu. Et il faut être capable de se dire que de temps en temps, cette forme de jeu, on en est vraiment loin et malgré tout, on a gagné. Ou à l'inverse, aujourd'hui, on a bien joué, mais on n'a pas gagné. Ça existe aussi. Parce que, comme on se l'est dit, la performance est des fois très, très infidèle du résultat. Et c'est une chose qu'il faut que les gens comprennent. Mais encore une fois, on a tendance à minimiser la noblesse des moyens engagés pour générer une forme de jeu, et une fois que le jeu se génère, pour qu'un jeu crée une performance et un résultat. Mais c'est cette analyse-là qu'on doit porter. Et la simple fait de la relier au résultat est déjà une démarche intellectuelle très intéressante. Il y a Thibaut Leplat qui disait « S'il n'y a que le résultat qui compte, pourquoi on n'arriverait pas au stade à la 89e minute sans regarder le terrain, on regarde le tableau d'affichage, on regarde que le résultat. Si avec le résultat qui compte, tout le monde ferait ça, mais en même temps, c'est ce qu'on fait, parce qu'on regarde les résultats sur nos applications et sur nos téléphones. Donc je pense qu'il faut aller au-delà de ça, et notamment quand on a envie de parler de ça, quand ça nous intéresse et qu'on veut défendre une forme d'exigence sur les attentes sur le beau jeu. Mais il y a parfois eu des frustrations, enfin, moi de ma part, en regardant Lyon, entre ton discours, qui était souvent, encore une fois, très très lucide, et ce qu'on pouvait voir sur le terrain.
pas à tous les matchs, bien évidemment, parce qu'on parlera aussi de la période faste tout à l'heure. Dans ton style de jeu, notamment dans ce que tu voulais mettre en place à l'Olympique Lyonnais. Est-ce que toi aussi, tu as été parfois frustré, notamment sur la notion de pressing, sur la notion de bien jouer avec le ballon, dans ton fameux processus? Est-ce que toi, comment tu le ressentais comme nous aussi à un moment ou De toute façon, une équipe aujourd'hui qui est stable en performance et en résultat, elle est championne ou en tout cas, elle est très haut dans les tables. Par contre, nous, on était dans un processus de guérison. Et cette saison, justement, on était dans un processus où la stabilité devait être un peu plus prononcée qu'elle ne l'avait été lors de la saison précédente. Et c'est là où j'en viens au temps. C'est-à-dire que cette stabilité, selon moi, elle s'acquiert avec le temps. Parce que tu vas beaucoup plus loin dans ce que tu recherches, tu vas beaucoup plus en détail, tu adaptes beaucoup plus aux caractéristiques de tes joueurs, tu as des associations de caractéristiques qui vont avoir un niveau d'intelligence collective très élevé, et donc forcément, tu es de plus en plus impactant dans tes performances. Mais tu ne peux pas te dire on part de pas grand-chose avec une ambition de pas grand-chose. Autant afficher une ambition très claire dans le jeu, savoir où on va. Après, des fois, on en sera très loin, mais l'idée, c'est qu'on s'en rapproche. Et je pense que c'est important de tenir un discours par rapport au jeu, de temps en temps être capable de se dire qu'il pleut, de temps en temps être capable de se dire qu'il fait beau, mais surtout d'être dans une distance lucide par rapport au modèle de jeu idéal. Sur la globalité, tu as senti que sur ton un peu plus d'un an à la tête de l'OL, il y avait cette progression qui se faisait. Alors, peut-être pas continuellement, parce que tu l'as dit, ça oscille de temps en temps, mais au moins il y avait cette progression. La régularité, elle s'exprime de manière individuelle, elle s'exprime de manière collective, mais par petits groupes, et ensuite elle s'exprime de manière collective par rapport à ton équipe, et enfin elle s'exprime de manière collective par rapport à des adversaires. Donc, quand tu arrives à atteindre tous les niveaux de régularité et de performance, comme je te le disais, comme je vous le disais tout à l'heure à tous, tu finis sûrement champion de ta ligue. Mais aujourd'hui, on n'en était pas là. Et parce qu'il y avait un delta entre être champion et répondre aux objectifs de championnat de Aujourd'hui, dans une équipe comme la nôtre, être champion, c'était peut-être faire 2 ou 3. C'était ça, être champion pour nous. C'est notre championnat à nous, celui-ci. Alors que l'année d'avant, être champion, c'était de marquer 35 points. Et les gens ont oublié quand même que l'ambition a vachement évolué. Et à cette journée de la fin de la saison précédente, on se dit peut-être qu'on peut être européen, peut-être qu'on peut aller chercher cette 7e, cette 6e place. La condition, c'était de faire 6 sur 7. On avait fait 6 sur 7. Et en plus, il y a un concours de circonstances à Lens, entre Lens et Montpellier, où Lens se fait accrocher à domicile. Parce que ça aussi, ça compte. Bien sûr. Donc, une évolution. L'année d'après, encore un step un peu plus important, et ainsi de suite. Si on doit aujourd'hui donner véritablement aux gens la patte Pierre Sage en termes de jeu, la période dont tu es le plus fier à l'Olympique Lyonnais, parce que je pense que sur d'autres missions, les gens n'ont peut-être pas les matchs, mais celle où tu te dis ça, c'est mon football, c'est comme ça que je veux faire jouer mon équipe. C'est la période. Je pense que c'est sur cette saison, la période qui a suivi la victoire dans le derby au mois de novembre à peu près. Francfort, voilà, ces matchs-là, ouais. Et on a fait quasiment jusqu'à Noël, quoi. Ouais, voilà. Jusqu'au parc. Ouais, jusqu'au parc. Jusqu'au parc, ouais, la période jusqu'au parc, effectivement. Ça, c'est le jeu de Pierre Sage. Et comment tu en es arrivé? Mais même à Nantes, le dernier match qu'on fait, la veille de se faire remercier, on fait une première mi-temps de très très grande qualité. Et je crois qu'on mène 15-0. L'erreur, elle est là. Et sur les 20 dernières minutes, c'est très compliqué. Et voir, tu peux même perdre à la fin. Mais... Et comment on en arrive à cette période-là? Et ben pour moi, encore une fois, en fait, une habitude individuelle, pour qu'elle soit considérée comme telle, il faut qu'elle devienne inconsciente. Et donc, tu imagines à l'échelle d'une équipe le niveau d'inconscience que ça nécessite, sachant que tu as des rotations de joueurs, tu as des fatigues, tu as des contre-performances. Donc, c'est pour ça qu'il faut du temps. Aujourd'hui, on parle de match référence pour toutes les équipes, pour les qualifier, en tout cas pour
pour avoir cette base d'évaluation. Mais citez-moi une équipe qui est capable de réussir ses demi-temps tout le temps. En France, il y en a peut-être une. Et encore. Et encore. Ouais, et encore. Encore, quand la première suffit, le deuxième, il se relâche un petit peu pour, Ouais, il y a le PSG, pour passer à autre chose. Malgré tout. Oui, malgré tout. Donc tu sais ce que tu as tes demi-temps. Mais sur beaucoup d'équipes, et même des équipes qui sont très bien classées dans le championnat, tu n'es pas sûr d'avoir les deux mêmes choses. Non, mais c'est intéressant cette notion de match référence parce qu'aujourd'hui, dans le grand public, il y a cette forme d'intolérance, notamment par rapport aux équipes, sur leur capacité ou sur leur incapacité à fournir un contenu qui est linéaire et qui est très fort sur 90 minutes. Alors qu'il y a une force en présence qui est incarnée par l'adversaire. Il y a ça et on est sur une évaluation à court terme. Oui, mais après ça c'est propre au grand public, parce que le grand public, lui, il a une vision sur seulement 90 minutes. C'est deux visions qui s'opposent. Et comment on fait pour maximiser parce qu'il y a beaucoup de matchs dans cette période notamment qui ne sont pas gagnés. Je me rappelle du match contre Reims où la première mi-temps elle est extraordinaire. Le match contre Nantes que tu viens de citer. Tu pourrais même évoquer le match fort, Marseille. On perd à domicile. Mais qui est un peu plus tôt. Et c'est vrai que c'est un match que tu dois gagner 100 000 fois. Comment un entraîneur il peut impacter ça? C'est trop compliqué parce que souvent on dit, nous, quand on fait les analyses, Pierre Sage, il n'est pas à la place de l'attaquant, il n'est pas à la place de... Là, à ce moment-là, c'est... faut rendre à ce match sa place. Sa place, c'est d'être une anomalie. Et ça veut dire que le match suivant, il faut être bon. Ça veut dire que le match précédent, il faut être bon. Donc ça se joue en fait dans la durée des performances. Tu sais que ça va arriver, ce genre de choses. Et à l'inverse, de temps en temps, tu sais aussi que tu vas être moins bon et sur un quart d'heure, tu vas faire tourner le match et le gagner. Comme contre Toulouse la semaine d'après. Comme contre Toulouse la semaine d'après, comme le match de Monaco dont on parlait tout à l'heure. Voilà, mais je pense que si tu veux maximiser tes chances de gagner les matchs, il faut créer un maximum d'opportunités. Pour ça, il faut avoir le ballon, il faut être bon dans l'utilisation du ballon, il faut être bon dans l'attaque de la profondeur, il faut être bon dans le pressing pour avoir un maximum le ballon. Et c'est en entraînant ces principes et en les systématisant que tu arrives à stabiliser tes performances et à devenir compétitif dans le temps. Tu parlais tout à l'heure du match de la période qui a amené au match au Parc. Alors moi, j'ai la vision un peu plus parisienne, mais ça s'insérait dans une dynamique du Paris Saint-Germain qui avait quasiment 3 finales. Il y avait le match contre Salzbourg, le match face à Lyon, puis Monaco, qui était le match avancé de Trophée des Champions. Le dernier match... Ce match-là contre Lyon était considéré comme étant potentiellement le match le plus difficile pour le Paris Saint-Germain, parce que c'était l'équipe la plus en forme. Et il se trouve que il n'y a pas eu match. Je me souviens très bien de ce qui s'est passé, notamment en amont de ce match-là. Tout le monde nous disait c'est le meilleur moment pour que ce Lyon-là joue ce PSG. Exactement. On verra. Comment t'expliques ce qui s'est passé? Est-ce que on sait qu'il y a peut-être eu un déclic à Salzbourg pour ce Paris Saint-Germain-là, peut-être. Je pense très honnêtement que dans toutes nos confrontations contre le PSG, à partir du moment où le résultat a été acquis par l'adversaire, on a commencé à jouer à la hauteur de disputer un match contre cet adversaire-là. Mais peut-être que lui aussi nous a laissé plus jouer à ce moment-là. C'est ce qu'il faut se dire aussi. Et là, à partir du moment où il y a eu 2-0 et que le match était quasiment plié, on a commencé à jouer, on est revenu au score, on a commencé à pousser. On a créé quelque chose. Ça, c'est ton équipe? C'est ton équipe qui était peut-être inhibée par... Mais aussi l'adversaire qui lève un peu le pied, qui avait plus besoin d'être dans une exigence trop forte à ce moment-là, peut-être. Donc c'est pour ça que les valeurs se nivellent. Parce que le score est quasiment acquis. Et on a eu le même problème en finale de Coupe de France. On passe complètement à côté de notre première mi-temps. On revient au score en deuxième mi-temps. On a l'occasion pour faire le 2-2 sur un autre corner où Donnarumma fait un arrêt extraordinaire. Par contre, à la fin, quand il a s'agit de gagner le match, nous, on voulait presser, le PSG, ils ont mis le ballon au frigo, on ne l'a plus vu pendant 10 minutes. C'est trop fort, le PSG de Luis Enrique? C'est très fort. Ouais. Parce que toi, tu les as joués 4 fois. Coupe de France. Coupe de France. Deux fois au Parc, deux fois au Parc et une fois en Coupe de France. Jamais à domicile. Ouais. C'est trop... Tu as essayé plusieurs choses sur les 3 fois. Sur les 3 matchs, ça a été vraiment dur à chaque fois. Même si dans 2, il y a eu de l'espoir. Mais il y a l'espoir qu'ils veulent te laisser aussi. Tu t'es senti le plus fort sur lequel des 3 matchs? Sur le dernier? Ou avant les rencontres? Ouais, peut-être le dernier. Ouais. Peut-être le dernier, malgré notre début de match qui est vraiment pas bon.
Et j'avais eu un peu le même sentiment lorsqu'on a joué contre Arsenal en dernier match de préparation. L'Emirates Cup. Ouais. Et c'est là où tu te dis, on a encore du chemin à parcourir avant de rivaliser avec ce genre d'équipe. Tout à l'heure, tu parlais de performance qui peut être infidèle au résultat. Luis Enrique a été confronté à ça à travers notamment son début de Ligue des Champions, où justement, il y avait son équipe qui était la meilleure globalement, mais qui n'était pas récompensée au niveau des résultats. Je crois que c'est l'équipe qui avait le plus bas taux de conversion d'XG. Exactement. Ouais, c'est ça. Et c'est l'équipe qui avait touché le plus de montants. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Il y avait Et une malgré moyenne de, tout, il y avait une dans moyenne la- de 30 oui, tirs mais par malgré match quasiment. Oui, et mais malgré tout, quasiment pas de but. regardez, et on en revient à ça, dans la durée, ils sont où? Ils sont en finale de Ligue des Ils Champions. ont gagné la Coupe de France, ils ont survolé le championnat, ils sont en finale de Ligue des Champions. Peut-être plus parce qu'au moment où on va sortir la vidéo, la finale elle sera passée, donc on sait pas encore. On sait pas encore ce qui. Tu penses quoi de Luis Enrique, toi? Je suis admiratif. Parce que cet homme-là, il a une force extraordinaire au vu de ce qu'il a vécu. Et ce qu'il propose en. Tu parles personnellement? Personnellement. Oui, et ce qu'il propose en termes de jeu, c'est d'un niveau extraordinaire aussi. Tu sens l'impact qu'il a sur son groupe quand Bien tu es sûr. adversaire, tu Bien le sûr. ressens directement? Il y a toujours des alternatives de jeu différentes. Et ce que j'évalue cette année par rapport aux années précédentes, c'est qu'ils ont le moyen de gagner les matchs de différentes manières. C'est-à-dire qu'ils sont capables de gagner par le talent individuel et aujourd'hui collectivement. Alors qu'avant, ça reposait, selon moi, un peu plus sur le talent individuel. Et aujourd'hui, si l'un ne marche pas, l'autre sera là. Qu'est-ce que tu as appris, Pierre, sur le football de haut niveau? Par rapport à ce que tu en pensais, d'un œil extérieur, parce que tu étais soit au centre de formation, soit à un échelon inférieur. Le côtoyer comme ça, être un véritable acteur, qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux? Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas fait forcément cette analyse, qu'est-ce qui a changé dans le logiciel Pierre Sage? C'est que les mecs pour lesquels on achète des billets pour aller les voir jouer sont en fait des mecs tout à fait normaux, qui ont les mêmes émotions que les autres, qui peuvent produire un très bon football comme de temps en temps passer à côté de leur match. Et donc au final, c'est comme en amateur. Donc le football de très haut niveau, il est différent par ce qui génère en termes de fréquence de qualité et d'expression de la qualité dans la durée d'un match. Mais malgré tout, il y a beaucoup de mécanismes qui sont très proches du football amateur et voire du football de jeunes. C'est juste des mecs plus forts. C'est juste des mecs plus forts qui jouent contre des mecs plus forts. Mais c'est déjà beaucoup. Eh oui, c'est beaucoup. Dans la mentalité entre les joueurs que tu as pu suivre ou même les jeunes en formation, tu as senti qu'il y avait un step aussi qui était passé dans l'appréhension des rendez-vous Oui, après, il y a une nuance que je porterais, c'est malgré tout, et ça les gens n'ont pas conscience, c'est lorsque tu es sur le côté, tu coaches, les joueurs ne t'entendent pas. Et moi, j'avais pas conscience de ça. Le premier match à Lens, je commençais à parler, machin, puis je voyais qu'aucun réagissait. Alors peut-être que j'étais pas assez légitime, mais j'étais rassuré par le fait qu'ils n'entendent pas. Mais voilà, en fin de compte, tu te dis, à ce moment-là, c'est ta gestuelle qui permet de les aider, mais du coup, ça donne toute sa place à l'entraînement. Et c'est intéressant, au final, il y a un espèce de mur invisible qui s'opère. Vraiment, carrément. Et c'est pour ça que le coaching... en fait, tu te rends compte que c'est beaucoup de non-verbal. Et ce que tu renvoies en termes de non-verbal, c'est autant d'informations que les joueurs prennent ou pas pour orienter leur performance. Et sur le côté perf global, sur les matchs, sur l'impact, comment les matchs se décident, sur l'importance, je ne sais pas si on peut parler aussi du jeu sans ballon, qui sur les dernières années s'est beaucoup développé. Le jeu sans ballon, c'est le jeu sans ballon quand l'adversaire a le ballon, le jeu sans ballon quand mon équipe a le ballon. Les deux. Est-ce que l'importance de cet aspect-là s'est décuplée? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu le vois? Non, pour moi, c'est toujours relatif à un rapport de force. Donc, ton niveau d'erreur correspond à tes ressources par rapport à la situation, mais l'opportunité que se crée pour l'adversaire, il peut la saisir qu'à son niveau de ressources aussi. Et c'est pour ça que c'est toujours lié à un rapport de force. C'est pour ça que quand on me dit « ouais, cette erreur-là en Ligue 1, c'est un but », j'ai entendu ça 20 000 fois en amateur. Je dis peut-être pas, parce que cette erreur-là, déjà, est-ce qu'elle arrive? Est-ce qu'elle est gérée de la même manière ensuite par les autres joueurs? Pour moi, c'est juste une histoire de rapport de force.
Et donc, c'est pour ça que j'ai tendance à dire que c'est la même chose. Mais comme tu le disais tout à l'heure très justement, c'est juste des mecs plus forts qui jouent contre des mecs plus forts. Et justement, Luis Enrique, il en avait parlé en conférence de presse en qualifiant le football d'un jeu d'erreur. Comment on arrive à vivre et à exister dans ce jeu qui est un jeu d'erreur? En générant chez l'adversaire, en limitant les nôtres. Et comment on les génère chez l'adversaire? Tout simplement en le mettant tout le temps en crise d'espace et de temps, par le pressing, en lui imposant des alternatives de jeu lorsqu'on a la balle de manière à ce qu'il soit toujours dans l'incertitude. Et c'est ces choses-là qu'il faut arriver à produire un maximum de manière à augmenter son nombre d'erreurs. Le pressing, il est trop important aujourd'hui dans une équipe de football? Selon moi, oui. Ouais. Selon moi, c'est un des meilleurs moyens de récupérer la balle. Et surtout d'éviter d'être mis en danger. Mais encore une fois, pour moi, le meilleur moyen d'éviter d'être mis en danger, c'est de ne pas perdre le ballon. C'est compliqué de mettre en place un pressing performant aujourd'hui au très très haut niveau. Il y a beaucoup de débats, on fait beaucoup de débats avec certains joueurs qui ne veulent pas faire le pressing, Qui veulent pas défendre, qui veulent pas défendre, etc. Ou qui sont moins intéressés. Ou qui sont moins intéressés par ça. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit par exemple le PSG qui, cette année, dans cet aspect est redoutable, c'est très important? L'an dernier, on l'avait traité, c'était un pressing qui était, je dirais, passif. T'en avais parlé dans l'équipe. Ouais, voilà, on avait le bloc très haut, mais malgré tout, on fermait les espaces, on essayait d'orienter l'adversaire dans les zones qu'on choisissait. On était très peu actifs et très peu dynamiques sur lui. Parce que j'estimais, à plus ou moins juste titre, je ne sais pas, qu'à ce moment-là, on n'était pas encore prêt à mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Cette année, on a appréhendé les choses différemment et ça nous a effectivement souri parce on était une des équipes qui récupérait le plus de ballons là-haut alors qu'on avait les mêmes joueurs, quasiment. Donc, encore une fois, c'est bien l'expérience cumulée collective qui fait à un moment donné que tu peux tendre vers ce genre de choses-là. Et selon moi, oui, c'est le moyen le plus efficace pour récupérer le ballon, mais il demande du temps, du travail et de la coordination. Ça demande de la personnalité parce que pour moi l'incarnation de ça c'est le match contre Francfort où très rapidement il y a un but de Francfort notamment sur une séquence qui était bien identifiée et derrière vous avez cette force de conviction pour continuer notamment dans votre mode opératoire et Francfort au final n'a plus beaucoup de spots jusqu'à la fin de la seconde période. Oui, mais encore une fois ça se joue à, comme on se disait tout à l'heure, c'est un très haut niveau de ressources face à un très haut niveau de ressources, donc le moindre grain de sable dans la mécanique collective fait à un moment donné que l'adversaire a une opportunité, il l'avait saisie. Mais au-delà de ça, c'est pas parce que ça se produit mal une fois que ça remet tout en cause, et c'est pas parce que ça se produit mal une fois dans un match que ça le remet en cause dans la durée aussi. Et c'est donc un principe qui devient collectif et durable, qui va permettre de s'installer dans le temps, qui va permettre à l'équipe de progresser, qui va permettre aux joueurs de reconnaître de mieux en mieux les situations, sachant que les situations ont les nuances sur chaque match. Parce que la manière dont l'adversaire sort le ballon, la manière dont on organise notre effectif, la manière dont on répartit les joueurs dans les positions, parce que tu ne presses pas de la même manière quand certains sont à un endroit ou à un autre. Enfin, ça, je ne sais pas si vous vous en doutiez, mais voilà, en tout cas, on s'attachait à contextualiser chacun des matchs et chacun des modes opératoires de pressing en fonction des ressources qu'on avait par rapport à ce que proposait l'adversaire. Et donc, c'est toutes ces nuances-là qui amènent la flexibilité pour répondre à un maximum de problèmes posés par l'adversaire. Et ça demande aussi que tes joueurs deviennent de plus en plus variés et flexibles. Parce que si ton seul message, c'est lorsque l'axe droit adverse donne au latéral droit, c'est ton excentré gauche qui sort, si ça se limite à ça, t'es cuit d'avance. Parce qu'il suffit qu'ils prennent une position intérieure et ça n'existe plus, ce dont je suis en train de vous parler. Donc tu dois être flexible dans ton pressing. Eh oui. Est-ce que, alors je ne sais pas si c'est les débats foot qui ont changé, etc., mais j'ai l'impression que le contre-pressing qui est maintenant quelque chose dont on parle tout le temps, automatiquement, j'ai l'impression qu'il y a 4 ans, on ne connaissait pas le mot. Est-ce que tu penses que c'est une mode du football de 2024, 2025, peut-être aller encore 2-3 ans à venir, ou est-ce que c'est un truc qui est vraiment essentiel, qui peut perdurer? C'est un bon exemple, mais je pourrais te dire la même chose par rapport au jeu de position. Aujourd'hui, tout le monde parle du jeu de position depuis une dizaine d'années maintenant, dans toutes les langues, dans toutes les ligues du monde, mais tu te rends compte qu'en fait, le jeu de position, ce n'est qu'une grille de lecture, et tu prends cette paire de lunettes, tu l'amènes dans les années 70, elle marchait aussi. C'est juste qu'on ne regardait pas les matchs avec cette conscience-là.
Et donc forcément, quand tu regardes les matchs avec une conscience de contre-pressing, avec une conscience de jeu de position, ça va impacter ta manière d'entraîner les joueurs, les messages que tu vas leur faire passer, la nature de ce qu'ils vont prendre comme information pour les mettre ensuite en pratique. Et c'est là peut-être que le football progresse. Et c'est dans ce sens qu'on a des gens qui sont novateurs. C'est surtout Jürgen Klopp qui avait beaucoup parlé de Gegenpressing. Ouais, et donc, ça a fait son chemin, tout le monde s'en est inspiré. Puis du coup, on a associé ça au jeu de position. On s'est dit, vu quand on a des positions proches, on est en situation déjà de récupérer la balle aussi. Et toi, les éléments se relient. Et c'est tout l'intérêt de raisonner dans la complexité de toutes les infos qu'on a, en essayant de les associer, plutôt que de tout le temps les dissocier aussi. Guardiola disait qu'il volait beaucoup d'idées à d'autres coachs. Toi, tu regardes qui en ce moment? Ouais, je regarde souvent les mêmes malgré tout. Ouais. Je regarde souvent les mêmes. Et le Barça de Flick, t'en penses quoi? Ouais, j'ai bien aimé, notamment dans ses premiers matchs, cette défense très haute, cette ligne de défense très haute qui pose beaucoup de problèmes à ses adversaires, de par le hors-jeu. Jouer le hors-jeu, ça paraissait être un concept archaïque. Hein. Ouais, et je me souviens d'une époque où il y a des équipes qui jouaient le hors-jeu sur les coups francs. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si. Ils sortaient tous en même temps et ça avait aussi fait école. Le Barça de Luis Enrique, notamment. Mais ce que j'aimerais bien maintenant savoir, c'est pourquoi il a fait ça. Est-ce que c'est lié à une idée et quelque chose qu'il a voulu impulser dans son équipe, ou est-ce que c'est lié à une analyse des caractéristiques de ses joueurs? Et ça, j'aimerais bien savoir. Ça, pour moi, c'est le grand débat quand on parle du Barça de Flick, parce que notamment sur la ligne du hors-jeu, moi, je me suis beaucoup battu, notamment sur les bienfaits que ça pouvait apporter dans cette capacité, justement, à enfermer l'adversaire, à lui proposer notamment cette incertitude sur l'espace-temps, qui pour moi était très important, plutôt que de se concentrer sur la finalité, parce qu'on s'aperçoit qu'en finale, en Liga, le Barça a concédé 7,8 occasions, 7,8 tirs par match. C'est le total le plus faible depuis Retafe 2019-2020. Donc c'est quelque part, c'est qu'il y a eu un bienfait. Alors que les gens, notamment à travers la Ligue des Champions, se sont davantage concentrés sur la finalité et les buts qu'ils encaissaient. Encore une fois, c'est pour ça qu'il faut raisonner. Enfin, vous allez souvent m'entendre dire ça, mais il faut raisonner sur la globalité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si tu prends une stat, effectivement, elle va te dire que c'est pas bien. Et si tu la compares au nombre de situations qu'ils ont concédées, tu dis c'est quand même pas si mal. C'est juste l'adversaire a eu un taux de conversion qui a été plus important que d'habitude. Enfin, les adversaires, de manière générale, ont eu un taux de conversion plus important que les années précédentes. Maintenant, tu peux remixer ça encore une fois et te dire, est-ce que du coup, la nature des situations n'est pas plus aisée pour l'adversaire? Au final, c'est un parti pris. Et oui, comme tout. Ah oui, c'est ça. Et malgré tout, il faut aussi confronter ça à combien de ballons ça nous a permis de récupérer, combien de fois du coup on se met en situation. Et il me semble que sur le plan offensif, cette année, ils ont mis tout le monde d'accord. Ouais. Donc, avant de voir les limites d'une chose qui n'a pas fonctionné, satisfaisons-nous aussi de ce qui a très bien marché. En Ligue 1, il y a des coachs qui t'ont fait forte impression. Je pense à Rosenior que tu avais battu en début de saison où il menait 3-1 et vous avez gagné 4-3. Moi, je suis complètement fan de ce qu'il a produit cette année. Toi ou Rosenior ou autre. Mais je vais, juste pour vous mettre dans les entrailles un peu de ce qui se passe dans les coursives des stades. À la fin du match, quand on va en conférence de presse, je croise Liam et je lui dis franchement bravo parce que tu as géré ton match comme on pourrait le faire avec une équipe de U15, c'est-à-dire sans avoir peur de jouer, peu importe le résultat, à n'importe quel moment. Et au vu de la qualité des joueurs que tu as et du courage que toi tu as, et du coup que tu vas permettre aussi à tes joueurs d'avoir, je pense que tu feras une très grande saison. On est en début de saison. Match 3. Et je l'ai revu l'autre jour parce que je suis allé en stage à Strasbourg et je lui ai dit, tu te souviens de cette conversation? Il m'a dit oui. Et je lui ai dit, tu vois, je sentais que tu étais sur le bon chemin. Maintenant, il faut aussi dire une chose, c'est qu'ils ont eu une période qui n'était pas bonne. Au cours de l'automne, ouais. Et on lui a laissé le temps de revenir à ce qu'il savait faire. Parce que de toute façon, la saison, elle ne pouvait pas être parfaite. Ils ont eu ce petit coup de moins bien, le petit coup de moins bien à la fin qui fait, à un moment donné, qu'ils finissent pas où ils doivent finir. Et c'est dommage. Mais même s'il y aura des mouvements, parce que c'est un projet un peu particulier de joueurs, tu te dis, si tu gardais à peu près le même effectif et tu repars encore une saison avec eux, il y a moyen de s'amuser. C'est le premier match que tu cocheras par regarder le week-end. Tu disais tout à l'heure que tu étais allé aussi voir des matchs à Liverpool et que tu avais visité. Arne Slot, la manière dont il a réussi
à faire renaître, enfin pas à faire renaître, mais à reconquérir un titre post-Jürgen Klopp. C'est un travail que toi tu peux admirer de cette manière dont il a réussi. Parce qu'on voit la cohérence dans le projet du club. Avant de parler du coach, tu te dis, voilà, les dirigeants, je les ai trouvés super intelligents dans ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, voilà ce qu'on a, voilà ce qui va se passer en termes de joueurs, quel coach il nous faut. Et ils ont les moyens en plus de le choisir. Mais donc du coup, ils ont été en cohérence avec ce qu'ils avaient amorcé. Et je t'avoue que parfois, sans citer les clubs, parce que je ne suis pas aujourd'hui en position de me créer des ennemis, tu te dis, ils ont un coach qui a une manière de jouer, ils prennent un autre coach avec le même effectif qui est complètement différent. Et je me dis, c'est quoi les critères en fait? Je comprends pas des fois. Comment ça peut être de deux coachs complètement différents d'une année sur, enfin même pas d'une année sur l'autre, d'un mois sur l'autre quoi. On m'avait posé cette question par rapport à Fonseca, machin. Je dis ouais, je pense qu'il y a des choses qui se ressemblent. Il y a sûrement beaucoup de choses qu'il fait bien mieux que moi et tant mieux pour lui. Mais je pense malgré tout que c'est pas incohérent comme succession. C'est un peu, il y a une forme de continuité dans le style. Alors au vu des statures des uns et des autres, j'aurais plus dû lui succéder que lui me succède peut-être, mais dans tous les cas, voilà, aujourd'hui, tu te dis, il y a des idées malgré tout qui sont proches, la manière de les opérationnaliser sont peut-être un peu différentes, il est peut-être plus précis dans certains domaines. Voilà, peu importe, mais tu vois une cohérence. Et je t'avoue que dans certaines politiques de club, c'est une chose que je ne perçois pas toujours. Ça. Mais ce qui est fou, c'est qu'à l'arrivée de Fonseca, il y en a beaucoup qui ont remis ton interview que tu avais fait dans France Foot où tu parlais en bien de lui. Non, en fait, j'avais partagé sur mes réseaux sociaux une interview qu'il avait donnée à Lille sur le jeu. Mais je vous avoue que depuis, je ne l'ai pas enlevé. Parce que je ne change pas d'idée, en fait, par rapport au coach qu'il est et à ses idées. Tu as continué à regarder Lyon après ton départ? Il y a des matchs, ça a été assez dur. Des fois, j'arrivais à les regarder. Je t'avoue que pour le derby, je l'ai regardé. Le 2-0? Mais avec comment dire, l'âme du supporter, voilà. Et je suis allé voir le dernier match parce que je voulais vraiment finir la saison avec eux, même si je n'ai pas eu de contact avec les joueurs, mais je savais aussi que c'était le dernier match d'Alex et sûrement d'autres joueurs, donc il me semblait important de marquer le coup. Et vu que j'ambitionne de partir sur un autre projet, c'était aussi une manière de dire au revoir, même si je l'ai fait assez discrètement, mais voilà. En parlant de joueur et de Lacazette, ta relation avec lui, qu'est-ce que tu as à nous dire sur l'homme, sur le joueur? Ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. D'ailleurs, même s'il faudrait faire une interview intemporelle, à ce jour, c'est son anniversaire, donc on lui souhaite. Mais voilà, c'est quelqu'un qui adore le jeu. C'est quelqu'un qui adore son club et c'est quelqu'un qui adore ses collègues. Donc il coche quand même beaucoup de cases pour être capitaine. Et j'ai eu de la chance de pouvoir entraîner un joueur comme lui. C'est vraiment une chance, je pense. Et honnêtement, ça m'a permis de me challenger sur l'exigence à mettre, ça m'a permis de me challenger sur la précision à apporter. Parce que c'est un joueur qui a besoin de beaucoup d'informations. Oui. Ouais. C'est assez bizarre parce qu'on pourrait penser que l'expérience fait qu'il veut rester tranquille et jouer ses matchs. Et à l'inverse, c'est quelqu'un qui aime bien que les choses soient très précises. Alors je ne sais pas si c'est son passage à Arsenal qui l'a amené à ça ou ces choses-là, mais dans tous les cas, voilà, c'est fou d'avoir encore ce niveau d'attente alors qu'il nous reste peut-être que 3 ou 4 saisons à faire et qu'on pourrait se dire c'est juste le moment de profiter, de marquer les buts, de tendre à... Mais au final, il challenge ta rigueur intellectuelle, quoi. Ouais, mais c'est parfait, moi j'adore. Mais ça se métabolise comment, Pierre? Des questions pertinentes. Lui pose des questions? Oui, il pose des questions pertinentes. Et avec la décence de quelqu'un qui ne va pas te poser une question en public, tu vois, c'est très corporate. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui l'interroge, il vient t'en parler. À part pour... il se fait peut-être aussi le messager du vestiaire, mais pro, quoi. Et voilà, c'est appréciable. Parce que dans la légitimité notamment, on avait dit qu'il y avait eu pas mal de problèmes avec Grosso, qu'il l'avait mis sur le banc notamment. Quand toi t'arrives, ça se passe très très bien avec lui. Donc c'était déjà un enjeu
de ta part. Tout à l'heure, on parlait de te convaincre, etc. Même que ce soit humainement ou même footballistiquement, fallait que ça matche. Il me semble important de lui donner la place qu'il mérite dans ce vestiaire. Ça me semblait important. Et au-delà du vestiaire, c'est aussi dans le club de manière générale. Et du coup, il fait une deuxième partie de saison extraordinaire l'an dernier, même un peu avant, puisque ne serait-ce contre Toulouse, il avait mis un triplé. Mais voilà, tu es un joueur extraordinaire dans ton vestiaire et tu ne peux pas te permettre à ce moment-là, et je dirais même de manière générale, de lui couper l'herbe sous le pied. Tu dois juste créer les conditions pour qu'il performe. Et cette année, avec l'arrivée de Georges Mikotadze, du coup, ça me permettra de répondre aussi à cette chose-là. Au départ, on leur avait dit cet été qu'on allait essayer de les associer de temps en temps. Le système qu'on a utilisé ne l'a pas toujours permis. Mais dans tous les cas, je pense que la manière dont ils ont été associés dans les matchs, ne serait-ce que dans la répartition du temps de jeu, a permis à l'un et à l'autre d'avoir suffisamment de temps pour s'exprimer et de performer. Parce que tout le monde juge la saison d'Alex comme n'étant pas à la hauteur des attentes. Mais malgré tout, il est devant beaucoup de joueurs qu'on enflamme en termes de performance. Donc il faut aussi se dire que son niveau moyen plus à lui est au-dessus de certains joueurs qui sont à leur prime. Mais c'est vrai que ça a été un débat cette saison et on va embrayer sur le management parce que pour un coach, je pense que c'est important d'aborder ce sujet. Mais moi, c'est vrai que cette saison, moi, je suis un grand fan de Lacazette. Depuis le début, voilà, que ce soit en équipe de France, j'ai toujours réclamé. C'est un joueur, je trouve, un attaquant multifonction qui sent le foot. Intelligent, j'ai pas besoin d'en parler, je l'ai déjà fait. Mais c'est vrai que cette année, je l'ai trouvé emprunté physiquement, même techniquement. Et toi, dans ton management, j'ai trouvé qu'il y a certains matchs, notamment, où quand il fallait le sortir peut-être à la 60e, où il était un peu moins bon, tu le faisais plus tard, ou même parfois jamais. Alors, comment on fait, moi je l'ai connu même au Red Star, où on avait reçu Habib Beye avec Sherendoy sur sa première année en national, qui avait un rôle très important au club, brassard de capitaine. Comment on gère, parce que là on va parler d'un point de vue global au-delà de Lacazette, mais comment on gère des légendes, quoi, des joueurs qui... Juste pour l'Olympique Lyonnais, tu as plusieurs tauliers de club. C'est pas des tauliers de vestiaire, c'est des tauliers de club, que ce soit Lacazette, Tolisso, Anto Lopez quand il était des enfants du club. Là. Comment on gère plusieurs tauliers de club en même temps alors ils jouent pas tous au même poste, heureusement. Non, mais déjà Lacazette, c'est important parce que cette saison on a eu beaucoup ce débat. Bien sûr. Pour en rester sur Lacazette, ce qui me semble important, c'est de se dire que son match peut être moyen, il peut te faire gagner. Et c'est pour ça que de temps en temps, ça sautait aux yeux, il était un peu fatigué, il était peut-être moins en mesure de faire les efforts en fin de match, mais malgré tout, il peut te faire gagner. Il peut faire gagner l'équipe. Donc quand tu le sors pas, c'est parce que tu sens qu'il a encore les moyens de faire gagner. L'année dernière, il met un but à Montpellier. Je crois qu'il avait 3% de chance au vu des XG de le mettre. Il l'a mis quand même. Tu vois. Mais là, même là, en janvier, dans le match, parce que ça, c'est un match qui te donne raison pour le coup, le 1-0, le match n'est pas bon du tout. Contre Montpellier à la maison, en janvier, pour le premier match de la reprise. Et sur un espèce de mouvement avec son corps, il arrive à faire la différence. Il y a but contre son camp derrière, alors que le match était vraiment pas bon. Et moi, devant ma télé, je me dis, mais pourquoi Pierre pourquoi il ne change pas quelque chose, etc. Après, il y a d'autres matchs où il n'y a pas eu but. Non, mais en fait... L'idée, c'est pas d'avoir raison ou tort parce qu'il n'a pas marqué, c'est d'expliquer ce qui amène à ces décisions-là. Et tu as des joueurs, tu te dis, si on reparle de Sherendoy, quand tu en as parlé à Habib, il y a une chose qui était certaine, c'est que quand tu menais 1-0 ou quand tu étais mené au score ou quand il y avait 0-0 et qu'il fallait gagner le match, tu te dis, sur un coup de pied arrêté, il valait mieux avoir Sherendoy sur le terrain. Il faut mieux avoir Sherendoy sur le terrain que pas. Mais encore une fois, c'est un parti pris et ça a des effets sur la manière de manager ton vestiaire et du coup, en cascade, tu as des choses à gérer derrière. Mais à ce moment-là, c'est une décision qui est faite en conscience et c'est pas une dépendance à son statut. C'est une dépendance, quelque part, à son efficacité potentielle pour aller chercher un résultat. Et sur le management global, tu as fait beaucoup de rotations, t'as un entraîneur, il y a aussi eu la Ligue Europa qui a fait que, notamment sur
sur la dernière année. Il est trop important ce management dans un club de haut niveau aujourd'hui, d'ouvrir son banc, de faire comprendre, d'expliquer. Oui, c'est essentiel parce que on a déjà le contexte, c'est on avait 24 joueurs de champ plus 4 gardiens de but. Et dans ces 24 joueurs de champ, si tu veux qu'il y ait un système qui s'anime tous les jours et qui dure, pour que tes performances avancent, comme on se le disait au départ, tu es obligé que tout le monde ait quand même des perspectives, plus ou moins. Parce que certains joueurs n'en avaient pas du tout, mais un maximum de joueurs a des perspectives. Malgré tout, le nombre t'empêche peut-être de valoriser aussi des jeunes de l'académie. Et c'est pour ça que maintenant ça arrive, parce que ce que les gens oublient, c'est qu'il y a eu beaucoup de départs au mercato et que du coup il y a des possibilités, parce qu'avec les blessures, pour faire 20 à l'entraînement, ils font appel à des jeunes de l'académie. Et nous, c'était moins le cas. Il y avait juste Enzo Molébé qui a réussi à être promu et à avoir un petit peu de temps de jeu. Mais pour être un peu plus ouvert dans ma réponse par rapport à la question, je pense que c'est aujourd'hui la compétence la plus importante malgré tout. Ah oui. Et si on parlait de Luis Enrique tout à l'heure, de ses idées, de tout le respect que j'ai pour lui, pour l'homme qu'il est, pour le coach qu'il est, on peut juste analyser la manière dont il a géré Ousmane Dembélé à un moment donné et se dire, bizarrement, derrière, ça a eu des effets sur ses propres performances et sur les performances collectives de l'équipe. Et tu te dis, c'est un acte managérial fort qui a une incidence forte. Alors aujourd'hui, on refait le puzzle parce qu'on avait les pièces et ça allait bien. Alors c'est peut-être pas du tout ça. Mais malgré tout, on se rend compte que certaines décisions ont des effets. Et je pense que celle-ci a eu effectivement... plusieurs entraîneurs en ont parlé. Les décisions ont des effets, mais celle-ci en tout cas... Plusieurs entraîneurs en ont parlé, à commencer par Nagelsmann. Il dit qu'aujourd'hui, le métier d'un coach, c'est 80% de relations humaines et 20% de tactique. Bien sûr. Mais justement, j'aimerais savoir à quoi ça ressemble la réalité d'un entraîneur d'une équipe qui joue tous les 3 jours dans l'aspect management. La même manière que celui qui joue une fois par semaine, si ce n'est que tu as plus d'opportunités de faire jouer, mais tu as aussi plus de frustration à gérer. Donc, au final, c'est un équilibre qu'il faut trouver. Mais on se rend compte d'une chose, c'est que les joueurs, ils ne sont pas dans la logique de se dire ouais, il faut qu'on partage les temps de jeu parce qu'il faut qu'on soit bon dans la durée. C'est qu'ils veulent jouer tous les matchs, chacun. C'est très rare, ça m'est arrivé qu'une fois ou deux la saison dernière où un joueur vient me voir et me dit je suis mort. Je suis cuit ou je commence à être malade, fais jouer quelqu'un d'autre, c'est mieux pour l'équipe. Et notamment, pour parler d'Alex et de l'honnêteté qu'il a, il me l'a fait dans un match très important. D'accord. Voilà, en me disant, écoute, je suis un peu malade, je ne peux pas débuter. C'est au parc où Georges marque. Le dernier, en décembre. Oui. Ouais. Sur la passe de Cherki. Voilà, exactement. Donc c'est pas un coup de génie du coach, c'est simplement Alex Lacazette qui était un peu souffrant ce match-là et qui marque. Sinon il démarre. Sinon il démarre, sûrement, oui. Alors que nous, à l'époque, moi je te le dis personnellement, moi je dis ah ouais, c'est un choix osé de faire ça. Au final, tu relativises. Mais non, mais moi je vous le dis, en fait, c'est comme l'année dernière à Toulouse. On mène 1-0 à la mi-temps, but d'Alex Lacazette. Avant le match, il arrête l'échauffement, il est au bout de sa vie, il est malade. Je dis écoute Alex, je te propose un deal. Tu essayes. Au pire, on fera le changement à la 20e minute. Parce qu'au moins, on aura gagné 20 minutes d'Alex Lacazette. Du coup, il a réussi à aller jusqu'à la mi-temps, il avait marqué. Mais il a été incapable de courir. Il y a juste un ballon à un moment donné qui a traîné dans la surface. Il a marqué et voilà. Sur le 3-2, là, le 3-2 que vous gagnez. Oui, il y a un poteau et il revient dans les pieds, il marque. Poteau de Corentin Tolisso et ensuite il marque. À la mi-temps, il me dit je peux plus. J'ai dit écoute, merci. On était sur un beau scénario, ça a bien marché. Mais je lui dis j'aime mieux tenter le coup que te dire de toute façon tu joues pas et tu rentreras pas si tu commences pas. Tu rentreras pas parce que tu vas te refroidir encore sur le banc, tu es en train de tomber malade. Ouais. Alors c'est pas pour vous faire rentrer dans des confidences. C'est simplement on aime ça, nous, on aime ça. Non, mais c'est simplement le fait de vous dire que des fois, il y a des décisions, effectivement, qui se jouent sur une demi-heure avant de faire la causerie, sur un joueur qui t'annonce une info comme ça. Ou... Mais moi, c'est sur le côté managérial, management, que je t'ai trouvé très, très bon sur les 2 ans. Moi, j'ai été vraiment épaté parce que moi, je me rappelle notamment, je crois que c'est un match à Lorient l'année dernière où vous gagnez 3-0, un très bon match.
2-0, ouais. 2-0 avec, où tu mets Mama Baldé. Tagliafico et Mama Baldé. Tu mets Mama Baldé titulaire ou tu le fais rentrer. Il rentre et il sort après avoir marqué. Exactement. Et à ce moment-là, Mama Baldé, il était sur une dynamique où moi je dis. Mais oui, il était au fond du trou. Et vous allez me dire qu'Alex Lacazette est dans tous les coups. Et c'est le jour où sa femme accouche et du coup il vient pas jouer. D'accord. Oui, mais, tu avais dit en conférence de presse. Vous avez vu comme quoi, des fois, Donc la belle histoire de Mama Baldé, elle se joue là-dessus. Oui, mais tu avais dit en conférence de presse notamment, je crois que ça récompensait aussi le fait qu'il faisait des très bons entraînements sur les dernières semaines et par rapport au profil. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais ça a été lui parce que c'est lui à ce moment-là qui est plus évident que les autres. Mais tu vois, comme souvent il m'est arrivé, je prévois un changement. Le joueur est en train de se changer à côté de moi. Le joueur qui doit sortir marque. Ça m'est arrivé 3 ou 4 fois. Ça m'est arrivé au Havre cette année avec Alex Lacazette et Ryan Cherki. Ça m'est arrivé avec Saïd Benrahma l'année dernière à Lille. Et ça m'est arrivé avec Mama Baldé à Lorient. Le mec doit sortir, il marque. D'accord, donc là, donc tout le monde dit c'est une récompense. Mais non, c'était déjà prévu. Et la preuve en est, c'est que vous voyez le joueur prêt à côté de moi avec l'intendant qui tient le panneau et l'autre joueur part au but et il marque. En parlant de management et d'individualité, il faut qu'on évoque le cas Ryan Cherki, qui cette année a pris une dimension énorme à tes côtés. Avec ce qui s'est passé notamment cet été, je pars pas, finalement je prolonge, il est dans les tribunes contre Monaco, quand vous perdez 2-0, finalement tu le réintègres sur le match contre Marseille, il rentre, il marque, et derrière, la trajectoire de sa carrière à Lyon a quand même complètement changé. Comment tu peux nous parler de Ryan Cherki et comment tu as vécu toi de l'intérieur? Déjà en bien. En bien, parce que avant de vous parler du joueur, je vais vous parler du garçon qu'il est. Je suis arrivé avec des a priori parce que je ne le connaissais pas du tout et j'ai fait comme tout le monde, j'ai écouté tout ce qui se disait. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est quelqu'un qui a vraiment le cœur sous la main, qui est très ouvert avec les autres, qui organise souvent des trucs à la fin des séances pour qu'on se rassemble, enfin voilà, qui a une joie de vivre et de jouer, qui est assez communicatif. Donc c'est assez plaisant d'être à son contact et d'entraîner des joueurs comme lui. Ensuite, si on revient aux joueurs, l'idée l'année dernière, c'était de faire en sorte, pour l'aider, même si peut-être que de temps en temps, il ne l'a pas pris comme ça, de le mettre sur ce qu'il était capable de très bien faire, c'est-à-dire attaquer. Et donc, le faire entrer dans des moments des matchs où il y avait soit besoin d'inverser un score, soit besoin d'enfoncer le clou, même si ça nous est très peu arrivé la saison dernière. Et dans tous les cas, c'était des moments où on s'affranchissait carrément des tâches défensives parce qu'il fallait absolument revenir au score. Il l'a fait et très bien fait. Et on a joué un petit peu avec ça jusqu'à l'emmener à un niveau de frustration énorme, notamment dans ce match contre Toulouse où il n'est pas retenu en équipe de France Espoir. Il rentre, il met but, passe décisive sur la tête de Jake O'Brien. Et le lendemain, du coup, il est rappelé en sélection. Et je pense que ça a été malgré tout un virage pour lui. Mais encore une fois, on me dit, mais qu'est-ce qui a fait que c'est lui qui a fait que. Il a décidé, en fait. Parce que le joueur qui est en lui, il faut qu'il l'active un maximum. Et cette saison, ce qu'il a vécu à l'intersaison, l'a peut-être mis face à cette réalité-là, de se dire, ah ouais, donc moi aussi, je peux être maltraité, entre guillemets. Moi aussi, je peux être moins considéré que le joueur talentueux qu'on a toujours défendu. Ben ouais, Ryan, c'est vrai. Puis du coup, il rentre contre Marseille, il marque direct. Il fait le 2-2, il pense que ça nous suffit à faire un bon résultat. On prend un but sur une grosse erreur derrière. Et ensuite, il lance sa saison, il fait une saison de fou. Mais je vous avoue que j'étais confiant sur le fait qu'il fasse une bonne saison. Parce que je savais que la saison d'avant, on l'avait préparé. Du coup, là, l'idée, c'était de lui dire, bon, tu veux jouer un peu plus, donc il faut que tu donnes un peu plus à l'équipe, mais garde quand même ce que tu apportes sur le plan offensif. Et c'est un joueur qui est capable de faire tourner n'importe quel match dans n'importe quel contexte de jeu. Quel plafond tu lui donnes à peu près à Ryan Cherki? Parce que là, il a annoncé qu'il partirait de... Il a sous-entendu. Ouais. Son plafond de conscience du moment, tout simplement. Parce que s'il se met là en termes de... Je suis capable de... Il ira là. S'il se met 3 clubs plus haut ou 3 niveaux plus haut, il ira les chercher. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats en se disant est-ce que Ryan Cherki, avec tout le talent qu'il a, est-ce qu'il est compatible au football de très très haut niveau?
par rapport notamment à son jeu sans ballon, par rapport aussi à son positionnement, où il faut peut-être le mettre dans le cœur du jeu. Ça, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Est-ce qu'il peut jouer sur un côté pour toi? Est-ce que voilà, il y a plein de questions aujourd'hui. Cherki génère beaucoup de débats. Pour moi, il peut jouer partout. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est lui apporter un système et une organisation autour de lui qui lui permettent de jouer un peu où il sent qu'il peut être performant. Et après, il faut qu'il se discipline aussi un petit peu par rapport à cette liberté, histoire de ne pas envahir le couloir gauche avec Malik Fofana, comme ça avait été le cas dans un match cette saison. Mais dans tous les cas, à partir du moment où il a de la liberté, il va se positionner dans les zones où il faut, dans les zones où il fait mal. Mais je pense malgré tout que là où il est le plus performant, c'est quand il est dans le couloir intérieur droit et qu'il rentre comme ça. Et il est capable d'éliminer des deux côtés. Il est capable de passer des deux côtés. Il est capable maintenant aussi, il l'a montré un peu plus cette année, de tirer au but. Donc au final, quand tu défends face à lui, tu ne sais pas ce qui va se passer parce qu'il est capable de tout faire individuellement et collectivement. Ensuite, son step supérieur, c'est effectivement de donner un peu plus à l'équipe dans d'autres moments du jeu. Il l'a montré cette année qu'il avait déjà progressé par rapport à ça. Si certains voient encore des limites pour l'emmener plus haut, je dis, mais ne l'emmenez pas, parce qu'il y a d'autres clubs qui ne se poseront pas la question, ils en profiteront à la limite. Et tant mieux pour eux. Mais voilà, selon moi, il est capable de tout. Et justement, tu as un peu devancé ma question, mais Ryan Cherki et sa liberté dans une organisation collective, j'ai eu le sentiment que la Ligue Europa a été un terrain d'expression favorable pour lui et que ça a aidé l'Olympique Lyonnais et par extension Ryan Cherki. Parce que c'est un joueur, je pense, qui se challenge sur les gros matchs encore plus que les autres. Et ça veut dire qu'à un moment donné, cette discipline à considérer tous les matchs comme des matchs importants, et j'espère qu'il entendra ce passage-là parce qu'on en a discuté ensemble, ça fera de lui encore un autre joueur. C'est-à-dire que même quand il est dans un match qui peut paraître facile pour lui, je dis, dans ce match-là, tu dois crever l'écran et tu dois être au-dessus du match, tu dois être au-dessus de la mêlée, même si je déteste cette expression parce que j'aime mieux le football. Mais dans tous les cas, tu dois être au-dessus des débats et tu dois faire pencher la balance dans les gros matchs. Mais lorsque le match est facile, tu dois vraiment montrer le joueur que tu es et puis tu sors à la 60e et tu applaudis tout le monde et tout le monde dit, bah oui, il a mis tout le monde d'accord encore aujourd'hui. Tu parlais des discussions que tu avais avec lui, des discussions que tu as eues avec Alex Lacazette, j'imagine avec les autres joueurs de l'équipe. C'est quoi ton rapport avec les joueurs? Est-ce que c'est un rapport de grand frère? Est-ce que c'est un rapport hiérarchique de entraîneur-coach? Comment tu le caractérises? Est-ce que tu peux t'amuser avec eux? Est-ce que... Je pense pas que je vais être très fun. Je pense pas être très fun, mais je pense pas non plus être... certains diront peut-être l'inverse, mais désagréable à vivre au quotidien aussi. J'essaie d'être proche d'eux, mais suffisamment distant pour que ça ne devienne pas un problème. C'est-à-dire... Ça peut être un problème si c'est trop proche? Je pense, ouais. Parce qu'en fin de compte, il y a un comportement que je déteste, c'est le fait de draguer les joueurs pour sauver pour nourrir ses propres intérêts. Je déteste ça. Et j'ai pour habitude de dire que je ne lierai jamais mon destin aux joueurs. C'est-à-dire qu'on collabore, on s'adore, on peut se voir à côté, manger un bout une fois que ce sera fini, il n'y aura pas de problème. Je te féliciterai quand tu auras des enfants, je viendrai... Je t'envoie un message à l'anniversaire. Voilà, je viendrai te réconforter si un jour ta femme te quitte, il n'y a pas de souci sur ces choses-là. Mais je ne veux pas que cette relation-là se fasse trop tôt lorsqu'on collabore, de manière à justement qu'un jour, j'ai besoin de toi. Parce qu'en fait, on m'a appris une chose, on m'a appris à compter que sur moi-même malgré tout. Et ça, je pense que c'est important d'en avoir conscience. Et du coup, ça influence la relation qu'on a avec les joueurs. Mais je voulais parler d'un autre joueur avec lequel j'avais une relation aussi assez spéciale, c'est Nemanja Matic. Parce que lorsqu'il arrive au club, que tu regardes le curriculum du monsieur, tu te dis, ah ouais, quand même.
Moi, l'année dernière, je conduisais le minibus pour qu'on aille faire un match amical avec les U16. Hein. Et là, il y a Manchester, Chelsea, Roma, Benfica. Voilà. Et tu dis non, on n'est pas. Je joue pas aux jeux vidéo, mais tu dis non, en plus, c'est pas un jeu vidéo, c'est la vraie vie. Donc, et tu te rends compte que Nemanja, au vu de ce qu'il a vécu, tu te rends compte que Nico Tagliafico, au vu de son palmarès, tu te rends compte que quelqu'un comme Corentin Tolisso, au vu de son palmarès aussi, ce sont des hommes avant tout, et la relation que tu crées avec eux va stimuler le joueur qu'ils sont. Et c'est pour ça que ce que tu disais tout à l'heure là-dessus est très important. Et que je ne suis pas sur du 20-80, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus en faire... Bien sûr. On n'est pas géo, quoi. Et on n'est pas mono dans une colonie de vacances. Mais je pense qu'il faut considérer l'homme tout le temps. Et même parfois, se dire que ne pas le considérer, c'est mieux le considérer dans un futur très proche, parce qu'on joue avec ses émotions, on joue avec l'amour-propre qu'il a, on joue avec ses réactions. Mais dans tous les cas, tu te dois d'avoir un souci et une relation particulière avec ça. Et d'ailleurs, la chose, moi, qui me satisfait le plus, c'est lorsque je recroise un peu après, ou vraiment longtemps après, des joueurs que je n'ai pas fait jouer et avec qui j'ai une relation normale malgré tout. C'est pas le cas avec tous, hein, parce qu'il y en a qui m'en veulent plus que les autres. Mais je pense qu'à partir du moment où tu arrives à créer ça, c'est-à-dire que la personne, tu lui as enlevé la chose qu'il aimait le plus au monde, beaucoup de fois, jouer au foot. C'est pourquoi certains que j'entraîne maintenant, enfin tous, ceux que j'entraîne maintenant sont payés. Et tu te dis, ouais, tu leur as enlevé ça, mais malgré tout, ils t'en veulent pas, quoi. Donc ça veut dire que tu as pris soin du bonhomme, tu as pris soin du joueur, tu as essayé de le faire progresser malgré tout, même si tu lui donnais pas la chose qu'il attendait chaque jour. Et justement, tu as évoqué la relation spéciale de Nemanja Matic. On a beaucoup d'amis supporters lyonnais qui parlent vraiment de l'arrivée de Nemanja Matic comme d'un chapitre important de la saison 2023-2024. À quel point dans le 11 de départ de l'Olympique Lyonnais? Au point que il était à la fois la personne qui avait le pied sur l'accélérateur, le pied sur le frein, enfin le pied ça va pas, mais la main sur le frein à main quand c'était nécessaire. Et je dirais que c'est quelqu'un qui sait gagner les matchs. Ah ouais. Ah oui, il sait gagner les matchs. C'est-à-dire que la gestion de certains détails, on vient de se faire presser alors qu'on sortait la balle, malgré tout il y a 6 mètres pour nous, il prend la décision pour tout le monde qu'on va jouer le 6 mètres long par exemple. Et là, tout le monde écoute. Ouais. Quand il a une fâcheuse tendance à prendre des crampes en fin de match, quand on mène au score, si vous voyez de quoi je parle, c'est aussi un signe. Quand il arrive à avoir une influence auprès de ses partenaires, auprès des adversaires, auprès du corps arbitral, qui vise à faire basculer un résultat vers une victoire. Et je dirais que c'est utile malgré tout. Parce que si ça sert ne serait-ce que 5 fois, enfin même moins, 3 fois dans la saison, ça peut te changer ta saison. Et honnêtement, il a été très très précieux aussi, juste sur cet aspect-là. Donc on a parlé du management positif, mais pour gérer aussi un vestiaire de Ligue 1, comment tu fais quand ça se passe mal avec un joueur qui est hors état d'esprit, hors groupe? Cette année, tu as eu quand même des décisions fortes. Je crois que Tolisso, je ne sais pas si c'est Strasbourg ou Monaco, où tu le mets sur le banc, tu le mets sur le banc et derrière ça lance. C'est Rennes et Monaco. Ouais, Rennes et Monaco, et derrière, je crois qu'il est fâché et derrière ça le pique et il fait la saison que. Alors je sais pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas derrière il se relance. Je crois qu'il y a Saïd Benrahma qui est en tribune sur le match contre l'OM et derrière tu le fais jouer contre Saint-Etienne. Contre Saint-Etienne. Et après titulaire. Et après titulaire en Ligue Europa où il rentre contre l'Olympiakos. Bon, j'ai pas tout en tête, mais piqué un peu. T'as Wilfried Zaha, le cas contre Toulouse à la mi-temps. On se souvient de l'interview. Où il sort à la mi-temps et t'as l'interview à DAZN où tu montres ton mécontentement. Comment toi tu gères en termes de personnalité avec des gros caractères? Là on parle quand même de joueurs qui ont connu la première ligue, qui sont champions du monde. Comment tu fais? Pour moi, la sanction n'est pas le remède à tout, déjà. Et en plus, les 3 cas évoqués sont un peu différents. Corentin Tolisso, ça se joue dans un contexte où tu es encore en mercato.
et où il y a une nécessité pour le club de sortir des joueurs. Et c'est une chose dont il a fait les frais, mais malgré tout, sa réaction a été très positive. Donc je ne suis pas sûr qu'il ait eu besoin de ça pour lancer sa saison, mais dans tous les cas, ça ne l'a pas éteint, et ça prouve quelque part l'homme qu'il est, le niveau d'engagement qu'il a par rapport aux ambitions qu'il avait affichées, parce qu'il voulait absolument faire une grande saison, et il l'a faite. Ensuite, concernant Saïd Benrahma, effectivement, il sort du match, il sort pour le match contre Saint-Étienne. C'est une décision très forte. J'imagine qu'il l'a touché. Mais moi, je pars d'un principe, c'est qu'une fois que tu as payé, quoi. Voilà, tout le monde se trompe. Mais voilà, on ne va pas te faire payer à vie. Et je trouve que même notre système carcéral par rapport à ça, des fois, est très dur. Parce que quand les gens veulent revenir dans la société, on a dit « Ouais, mais tu sors de prison, alors pourquoi je te prendrais comme chauffeur-livreur chez moi, quoi. » Mais non, mais en fait, j'ai juste payé une bêtise que j'avais fait, et voilà. Il y a une vie après ça. Donc, tu vois, je considère que le football, c'est un peu pareil. Et ensuite, concernant Wilfried Zaha, ça a été effectivement un cas particulier, parce qu'au-delà de ce que j'ai dit dans cette interview-là, ce qui m'avait dérangé, c'était ce qu'il renvoyait sur le plan non-verbal. Et je lui ai dit après coup que c'était très négatif, parce que c'était à la fois perçu par les partenaires, mais aussi par les adversaires. C'est-à-dire que l'adversaire voit une opportunité là-dedans d'éventuellement renverser un match. Une brèche, en tout cas. Et là-dessus, tu as utilisé la communication, donc l'interview, etc. C'est parce que les moyens off n'étaient plus possibles? Non, mais je pense qu'il faut faire les deux. C'est-à-dire que certains ont tendance à dire qu'il faut laver son linge sale en famille, je le partage, mais de temps en temps, quand tu fais des choses et que tout le monde les voit, mon devoir, c'est aussi de montrer qu'on est réactif par rapport à cette chose-là. On défend une institution, on défend une équipe, et ouais, ok, on a un joueur qui a déconné, on va le traiter, et si ça avait été moi qui avais déconné, je l'aurais traité de la même manière. Voilà. La suite pour toi, après tout ce que tu as fait, aujourd'hui il y a beaucoup de débats autour de ton avenir. Tu es dans les shortlists de pas mal de clubs. Il y a des articles qui ont circulé comme quoi, même en championship, il y a eu des intérêts. Comment tu vois l'avenir sur un banc, j'imagine, mais oui. avec quel projet? Tu dis ça, mais c'est une question qui aurait pu se poser. Oui, tu as fait tant de métiers autour des équipes que est-ce que le métier d'entraîneur principal? On va commencer à répondre avec cette question. Oui, aujourd'hui, le métier d'entraîneur dans ces niveaux-là m'intéresse plus que tout. Au départ, je pensais arriver un jour à être dans un staff à ce niveau-là, mais je ne pensais pas que j'allais devenir entraîneur principal, et encore moins dans un club de ce standing. Maintenant, la suite, elle est évidemment dans l'idée de retourner, j'aime pas le mot travail, mais de retourner au feu, entre guillemets. Sortir le sac du coffre. Voilà, sortir le sac du coffre pour faire une référence à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Mais je vous avoue que ça aurait pu se produire le lendemain de quand j'ai été mis à pied. C'est-à-dire que tu as une proposition le lendemain ou tu étais prêt à repartir dès le lendemain? J'ai pas eu une proposition le lendemain, parce que je pense que ça s'est joué à quelques jours, mais malgré tout, si le lendemain il avait fallu y retourner, j'y serais retourné. Ah ouais, sans pause? Non. En fait, j'avais pas besoin de me reposer, j'ai juste envie de faire ce que j'aime. Alors par contre, ça aurait été très difficile pour moi de quitter le club dans ces conditions et de vite travailler, enfin vite reprendre autre chose. Mais malgré tout, au-delà de ça, j'aime beaucoup le football. Est-ce que tu as des exigences de club maintenant, parce que de niveau? Oui, voilà, de niveau. Tu parlais du championship tout à l'heure, mais ce qui se passe, c'est que j'ai créé une base et je ne sais pas si c'est vraiment ma base en fait. Et donc le prochain projet doit donner une information, enfin me donner une information et donner une information au public par rapport à ça. Et ensuite la réussite, il faudra que le curseur descend ou monte. Donc ça c'est déjà important. Et ensuite il faut considérer. Donc j'imagine que lorsque tu poses cette question, c'est par rapport à la Championship en Angleterre. Je pense qu'on peut considérer la Championship comme étant à un niveau de milieu de tableau Ligue 1, à peu près. On l'avait avec Régis Lebris, là, qui vient d'accéder à la Première Ligue avec Sunderland. On avait Will Steele qui
Qui est parti Qui à a signé à Southampton, ouais. à Southampton, c'est un championnat qui... T'as eu des touches là-bas? Oui, et très concrète. Ouais. Après, au-delà de raisonner en carrière, se dire si on va là-bas, il y aura peut-être un rebond ensuite en première ligue. Ce qui est important, c'est d'être dans un contexte de travail, d'être efficace. Et encore une fois, avant de vouloir aller dans le projet suivant, occupe-toi déjà de bien travailler dans celui dans lequel tu es et de performer. Et encore une fois, pour avoir des opportunités, il faut être une opportunité soi-même. Et donc, il faut arriver à faire en sorte que ça devienne évident aux yeux et à la tête des gens. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on parlait de légitimité tout à l'heure. Tu es quand même aujourd'hui maintenant un entraîneur de Ligue 1 qui a montré des choses dans un contexte qui n'est pas simple à l'Olympique Lyonnais. Mais tu comprends aussi ceux qui ont la curiosité de se dire bon, on va voir maintenant Pierre Sage dans une autre mission différente, avec un club peut-être un peu moins fort. En dehors de son club. En dehors de ton club, c'est légitime de se poser ces questions. Bien sûr. Et je suis impatient d'apporter la réponse. Parce que même moi, j'ai besoin de savoir. Après, si je m'engage là-dedans, c'est que vous imaginez que j'ai confiance. Bien sûr. Mais malgré tout, je suis impatient d'avoir une réponse. La Ligue 1, t'as envie de... La Ligue 1, oui, bien sûr. Bien sûr. Et encore une fois, pour être en phase avec ce que je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, je regarde peut-être plus certains clubs que d'autres, même s'il y a très peu d'opportunités qui s'ouvrent actuellement. Mais peut-être que dans 2 ans, si mon téléphone n'a pas sonné, c'est moi qui appellerai les clubs que j'ai snobés. Donc, faut aussi se dire que ce que j'ai réussi à capitaliser durant ces 14 mois, parce que j'ai été pile poil à la moyenne, un jour près, ce que j'ai réussi à capitaliser, ça va s'oublier avec le temps. Ouais, c'est un métier d'élite, tu es conscient que c'est très très dur, qu'aujourd'hui on parle de toi dans des shortlists, mais peut-être que t'es 2 ou 3 et que donc tu ne seras pas dans les choix au final, que ça va très très vite. On a reçu beaucoup de coachs, Julien Stéphan, Gourvenec, qui ont eu des hypes dans la même situation. Voilà, qui ont eu des hypes et qui derrière ont reculé un peu dans la hiérarchie. Peut-être que l'entraîneur à la mode c'est toi là actuellement et que si tu loupes le train, tu vas peut-être aussi redescendre et tu vas devoir redescendre d'un étage. Ça te fait peur ça ou non? Non, pas du tout, parce que c'est la loi du milieu et on connaît les règles du jeu quand on s'y engage. Mais je sais que malgré tout, la période de ce premier mercato, voire des premiers mouvements de coach en début de saison prochaine, vont être très importants. Vont être très importants parce qu'on est encore dans l'idée que je travaillais il y a peu de temps. Et Pierre, dans l'éventualité où tu reprends un poste, de par ton expérience d'entraîneur, qu'est-ce que tu ne ferais pas? Je ne prendrais pas de chausse-pied. Non, mais en fait, l'idée, c'est si je sens pas le truc, j'irai pas. Parce que et je trouve que Habib Bey, que je connais très bien, parce que j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec lui, et tu le connais suffisamment aussi, a eu à un moment donné ce courage-là. De refuser des projets qu'il ne sentait pas? Ouais. Et selon moi, c'est bien parce qu'au final, son choix d'après, ou en tout cas l'opportunité d'après, lui donne pour l'instant raison. Et dans tous les cas, on a besoin d'être dans un contexte dans lequel on se sent attendu, aimé, et donc dans lequel on te crée les conditions pour que tu réussisses. Tu penses que c'est possible aujourd'hui en Ligue 1 avec le contexte économique dont on parlait tout à l'heure, d'avoir contexte plus précaire, plus violent, d'avoir ces garanties, parce que c'est un peu comme le premier jour d'école avec la trousse qui est la gomme qui est encore là, et le blouson en jean. Exactement. Et puis après, au bout d'une semaine, au bout de 3 résultats, c'est un peu plus compliqué. Tout est éphémère et les gens sont assez versatiles par rapport à ça, mais malgré tout, à partir du moment où on est considéré comme étant une solution crédible, pour pas dire évidente, je pense qu'il faut y aller. Si on comprend qu'on est un choix par défaut, je pense pas que ça vaille le coup de se mettre en danger. Il y a une chose qui est inhérente à ta prise de fonction qui a été assez spéciale, inédite, c'est que tu n'avais pas de staff, d'entraîneur adjoint, d'entraîneur des gardiens, de préparateur physique, etc., etc. Est-ce que
Maintenant, tu as des hommes de confiance, des hommes de compétence avec qui tu as envie de travailler, dont tu as déjà fait un cercle assez proche pour dire bon, bah voilà, si un jour il y a un club qui me propose un projet, j'aimerais que vous soyez avec moi. Oui, et au-delà de la loyauté et de la compétence, faut aussi raisonner sur une efficacité rapide. Et ça recoupe avec la durée de vie des coachs en Ligue 1, dans ce sens où on n'a pas le temps d'apprendre à se connaître. Et vu qu'aujourd'hui, les clubs se structurent avec l'idée d'avoir un staff fixe, on va dire à 75% et de laisser seulement 25% d'arrivants, tu sais déjà que tu auras un peu de latence par rapport à ces 75%, pour les faire adhérer à tes idées, les mettre en route. La méthodologie aussi. La méthodo, oui. Et donc, il faut que tu aies des relais avec toi pour gagner du temps dans cette entreprise-là. Et c'est dans ce sens que je pense qu'aujourd'hui, se déplacer tout seul, c'est possible, mais ce n'est pas idéal. Mais dans tous les cas, moi, je ne le ferai pas. Pas tout seul. Ouais, dans l'importance du staff, donc, tu as dit que tu aimerais bien venir à quoi, à deux personnes avec toi? Je pense qu'on peut venir à 5 et ça peut se limiter à 2. D'accord. Il y a eu un gros débat cet été, enfin l'été dernier, à l'OL sur ton staff qui avait un peu bougé par rapport à ton arrivée, ou vu que tu as eu cette prolongation-là, tu as eu... apporter des compétences tu as pu apporter de la compétence. Est-ce que tu as vu véritablement une différence, toi qui en plus as connu ce rôle d'adjoint dans d'autres missions? Est-ce que tu peux nous parler de cet échange staff numéro 1, l'importance de la construction d'un staff et à l'inverse, vu que toi tu as connu les deux? En fait, le fait d'avoir connu les deux rôles m'a aussi fait prendre conscience de ce qu'attendaient les gens qui étaient entre guillemets sous le numéro 1. Et dans ce sens, je pense que c'est essentiel d'apporter de la considération à tout le monde, et le meilleur moyen d'apporter de la considération à tout le monde, c'est de les mettre sur ce qu'ils savent le mieux faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai tendance à penser qu'un staff, il ne va pas se construire sur la compétence qu'on vise. En gros, on a une fiche de poste, on attend telle personne. Je pense qu'aujourd'hui, je cible plutôt des profils. Et en fonction du profil, je suis capable de modifier un petit peu mon système et mon fonctionnement de manière à ce que cette personne-là soit sur son expertise. Parce qu'on ne peut pas se fermer d'une opportunité. On a souvent des gens qui ont des expertises dans différents domaines. Et selon moi, il ne faut pas se fermer de cette opportunité-là, sachant qu'on travaille tous ensemble et que les compétences sont à la fois transversales, mais aussi très spécifiques. Donc il faut arriver à gérer cette harmonie-là. Ensuite, par rapport à mon staff actuel, donc il y a Jamel Alioui qui est entraîneur adjoint qui m'avait rejoint en janvier, avec qui les aventures futures s'écriront, ça c'est évident. Et il y a d'autres membres du staff dont je ne peux pas aujourd'hui vous parler parce qu'ils sont encore pour certains en contrat à l'OL, donc je ne sais pas si ils vont continuer là-bas ou me suivre. Il y a Rémi Vercoute qui est aussi avec nous et sur lequel je compte dans le futur. Voilà, mais l'idée, ça va être de faire en sorte qu'on soit un maximum dans l'idée d'avoir un fonctionnement cohérent et rapide. Mais est-ce qu'on doit privilégier l'aspect humain ou la compétence? Parce qu'il y a eu beaucoup de soucis, on a entendu beaucoup de soucis récemment dans les staffs, de Ligue 1 notamment. Le fait de vouloir peut-être la tête du numéro 1 à un moment donné quand ça se passe mal, rester dans le staff aussi quand il y a un numéro 1 qui part, ouais. Ça existe. Est-ce on sait aussi qu'il peut avoir tu parlais de ta relation avec les joueurs, des adjoints qui vont aller voir les joueurs, qui vont... Je vais vous parler très clairement sur 2 cas précis. Dans le staff que j'avais qui sont restés avec Paulo Fonseca, il y avait Georges Maciel, que j'ai fait venir cet été, et Damien Della Santa, que j'avais fait venir en janvier d'avant. Et en fait, les deux m'ont dit, écoute, on nous propose de rester, quelle est ta position par rapport à ça? Et moi, je les ai encouragés à rester, parce qu'aujourd'hui, c'est très dur d'avoir un contrat, c'est un bon club, et ils travaillent très bien. Donc autant qu'ils continuent dans ces conditions-là. Et je me suis surtout attaché à leur dire ce que je vous dis aujourd'hui, je vous dirai la même chose dans 6 mois.
C'est-à-dire que je ne vous dis pas ça aujourd'hui parce que ça vous arrange et je m'en fiche. Je vous dis simplement parce que je suis convaincu de ce que je vous dis et je vous dirai la même chose dans 6 mois. Donc c'est pour ça que même maintenant, j'en reparle assez librement. Mais ce qui me semble important au-delà de ça, pour répondre maintenant à ta question, c'est d'avoir des gens qui ont une vision qui colle à la tienne. Et pour avoir une vision qui colle à la tienne, ça sous-entend d'avoir la sienne et de l'avoir communiquée, et enfin partagée et de les avoir fait adhérer. Et selon moi, ça c'est la condition initiale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, que ce soit du football, que ce soit de la gestion humaine, que ce soit la manière d'opérationnaliser les idées de jeu, c'est-à-dire l'entraînement, si on n'est pas en phase là-dessus, on a beau être les meilleurs potes du monde, pour moi, il ne faut pas y aller. Parce que l'important, ce n'est pas seulement de créer un environnement autour de soi, autour duquel on est sûr de la loyauté des uns et des autres, on est sûr de passer des bons moments les uns avec les autres, on est sûr que dans les moments de crise, il n'y aura pas de problème et qu'on n'aura pas de couteau dans le dos. Ce qui est important, c'est que les mecs ils soient bons dans tous les domaines, à tous les temps et tout le temps. Donc c'est un juste milieu qu'il faut trouver? Non, il faut qu'ils soient bons dans tout, comme les joueurs. Il n'y a pas de choix, il faut être les deux. Il faut être les deux. Et si tu n'es pas à ce niveau d'honnêteté, si tu n'es pas à ce niveau de compétence, si tu n'es pas à ce niveau d'engagement, eh ben à un moment donné, il faut que tu sortes. Mais c'est pas facile à trouver un truc comme ça. Oui, mais au moins c'est clair. D'accord. Et moi, j'ai aucun problème avec ça. Et que si un jour, d'ailleurs on me l'a imposé dernièrement, le 27 janvier, si un jour on me dit stop, parce qu'on estime que sur ces 3 critères-là, à savoir la compétence, l'engagement et la loyauté, il y en a un qui est défaillant plus ou moins, bah, tu sors. Je dis ok, c'est comme ça, c'est les règles du jeu. Donc chacun ses normes. Chacun même à toi, personnellement, on te l'a reproché? Bah, quand on me dit tu arrêtes d'entraîner, c'est qu'on a forcément des choses à me reprocher. Oui, d'accord, mais peut-être pas sur ces points-là de... Là, tu veux que ce soit quoi d'autre? Oui, en dehors sur la loyauté. Non, mais pas dans tout. Non, oui, il y a un critère, oui, c'est pas dans tout. Donc. Oui. Ouais, là-dessus, je pense qu'il y a au contraire, toi, encore aujourd'hui, je vous avais demandé en plus qu'on s'affranchisse un peu de l'OL. On parlait essentiellement de l'OL. Bien sûr qu'il faut qu'on image tout ce qu'on se dit. Et c'est important que les gens comprennent ça. Mais pour moi, c'est normal, en fait. On est dans un milieu professionnel. On n'est pas là pour faire en sorte que les relations soient équilibrées. On est juste là pour performer. Et des fois, performer, c'est se maintenir. Des fois, performer, c'est d'être dans la première partie du tableau. D'autres fois, c'est d'être en qualif européenne. Et puis, des fois, c'est de gagner le titre. Voilà, c'est juste ça. Bon, ben, merci, Pierre. On va te souhaiter, le meilleur. Merci pour cet entretien. Vraiment, merci beaucoup. On espère qu'on aura d'autres entretiens avec toi qui vont pouvoir parler d'autres expériences qui viendront. Le meilleur, c'est de ne pas revenir parce que vous recevez que les coachs qui sont disponibles. Non, c'est vrai, mais par contre, on peut se donner un rendez-vous dans 3 à 4 ans. Tu peux peut-être être le premier à qui on fait en poste. Ouais, en poste. Nous, c'est avec plaisir. On donne rendez-vous en juillet. Pour briser le silence. Merci à toi, merci beaucoup. Pour ton ouverture et puis pour les discussions qui ont été hyper intéressantes. On a voyagé. J'espère que vous aussi, les socios qui avez regardé cette vidéo, vous avez aimé cette discussion. Merci Elton. On a hâte de décrypter tes prochains matchs. Ouais, ça va être bien. Moi aussi. Merci à Farid Hachem qui a préparé et réalisé cette émission. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, ça nous aide. Abonnez-vous à la chaîne du Club des 5. Je pense qu'il peut y en avoir, ouais. Voilà. Et puis on va vous donner rendez-vous très très vite. C'est l'avantage de l'été. L'été, c'est ça, c'est qu'il y a le temps pour faire de bons petits entretiens. Je pense qu'il y a des bons petits épisodes qui arrivent. Voilà. Et des bonnes petites surprises. Voilà. Merci à tous, merci Pierre. Merci. Et à très vite sur la chaîne du Club des 5. Ciao tout le monde. Ciao. Salut.